Eh bien bonsoir et bienvenue à toutes et à tous pour cette conférence digitale dédiée à la prévention des violences dans le sport. Merci de nous rejoindre pour tous ceux qui sont déjà connectés. Une soirée, vous le savez, organisée par la Fédération française de ski, une soirée ouverte à tous, dirigeants, encadrants, mais également à vous, à l'ensemble des licenciés qui êtes certainement en train de vous connecter. Vous n'avez rien raté, vous êtes à l'heure et n'hésitez pas à partager vos questions, vos expériences à travers le chat. Naturellement, ce soir, deux modératrices pour accueillir vos questions. Si elles ne sont pas toutes publiées ou prises ce soir, des réponses vous seront abordées et en tout cas vous seront données dans les plus brefs délais. Plusieurs intervenants, Gabriel Millet, Alexis Chor qui nous rejoindront tout à l'heure, Laurence Roux et Pierre Mignoret juste à côté de moi, à l'occasion de les saluer dans quelques instants. Pendant cette heure et demie, on va évoquer naturellement ce vaste sujet complexe, souvent ou trop souvent tabou. La question peut se poser et pourtant largement présent dans l'écosystème sportif. Avant de vous laisser la parole et de rejoindre également Yves Rançon au ministère des Sports, je vous propose d'écouter les quelques mots en introduction qu'a souhaité nous adresser le président de la Fédération française de ski, Fabien Saguez. Bonsoir à tous, je suis ravi de vous accueillir pour cette soirée de lutte contre les violences, mais notamment aussi sur le premier module de formation de nos dirigeants à la fédération. Vous le savez, depuis 2020, nous avons mis en place un plan fédéral de lutte contre les violences. 2021, nous avons mis en place des actions, notamment en direction des jeunes qui notamment évoluent dans nos structures. Et puis, ça a été aussi l'occasion de signer cette convention avec Colosse au pied d'argile, cette association avec laquelle on travaille, avec laquelle on s'est associé. Je les salue d'ailleurs ce soir, parce que je sais qu'ils vont intervenir dans le reste de la soirée. Vous le savez aussi, la fédération a mis en place un contrôle d'honorabilité pour nos dirigeants, ce qui est important. Et évidemment, dire que je suis très heureux que cette soirée soit ouverte à l'ensemble de nos dirigeants, mais aussi à l'ensemble de nos licenciés. Et enfin, je suis très heureux d'annoncer qu'on a signé une nouvelle convention, notamment sur la thématique du cyberharcèlement, avec l'association e-Enfance. C'est donc avec ce programme très riche pour ce soir que je vais vous laisser. Vous le verrez, nos intervenants sont en studio. Je vous souhaite une bonne soirée à tous et à bientôt. Merci Fabien pour ces quelques mots adressés, ces mots de bienvenue. L'occasion donc pour moi, comme je vous le disais, de saluer Laurence Roux, référente ministérielle prévention et intégrité à la Fédération française de ski. Ça va Laurence ? Ça va, merci. Ravi de vous retrouver sur ce plateau. On parlera naturellement plus largement ensemble à l'échelle de la Fédération française de ski, et bien comment les clubs, aujourd'hui, on peut les accompagner et ainsi de suite. On parlera de ça ensemble. Et puis Pierre Mignoret, juste à mes côtés, directeur technique des équipes de France, directeur technique national précisément. Merci d'être avec nous, Pierre. On parlera ensemble et Fabien a commencé à l'évoquer, eh bien de tout ce que vous avez mis en place depuis 2021 et puis les nouveautés dans quelques instants. Direction tout de suite le ministère des Sports, de la Jeunesse et de la Vie associative avec Yves Rançon qui doit être en direct avec nous. Bonsoir Yves. Bonsoir. Ravi de vous avoir avec nous ce soir. On le disait à l'instant, informer, sensibiliser, quelques verbes qu'a employé Fabien, c'est le rôle important, le rôle de toutes les fédérations. C'est également le rôle du ministère des Sports. Une politique très volontariste, si je résume, depuis 2020, c'est cela ? Oui, tout à fait. Alors peut-être pour faire un petit rappel historique très rapide, promis, peut-être juste pour rappeler que, alors effectivement, 2020, c'est un peu un acte fondateur, mais il y a quand même eu des initiatives hein, par le passé, notamment qui avaient été lancées par les ministres Marie-Georges Buffet ou Roselyne Bachelot. Ceci étant, fin 2019, effectivement, le sport français a connu son moment MeToo, avec notamment la publication de livres, celui de Sarah Abitbol, qui est un peu emblématique, puis le témoignage de plusieurs victimes, la diffusion de nombreux reportages sur le sujet. Donc ça s'est traduit très vite au ministère par la mise en place d'une cellule ministérielle chargée d'enregistrer les signalements de violence, puisque c'est ce que mettait en évidence les divers témoignages. Hein, c'est qu'il y avait eu des signalements, mais que rien n'avait été fait pour plusieurs raisons. Parce que la libération de la parole est difficile, parce qu'on avait du mal à entendre les victimes, parce qu'on ne savait pas comment faire.
Voilà, le rôle de cette cellule, concrètement, ce sont 3 personnes qui ont pour mission de s'assurer qu'aucun signalement n'est laissé de côté et d'articuler les différentes procédures qui peuvent être mobilisées dans ces situations-là. Je me permets de les rappeler quand même si c'est un peu technique, mais dans le domaine judiciaire, évidemment, leur rôle, c'est de s'assurer que l'autorité judiciaire est bien informée quand il y a eu un crime ou un délit, notamment quand les victimes n'ont pas elles-mêmes saisi la justice. Dans le domaine administratif, voilà, on peut s'appuyer sur les préfets pour éloigner des éducateurs, des dirigeants, des pratiquants. Voilà, sur cet aspect-là, la cellule travaille en lien étroit avec nos services départementaux, hein, qui conduisent des enquêtes administratives et proposent des mesures aux préfets. Voilà, c'est un levier. L'objectif, c'est pas de punir, hein, mais vraiment de prévenir la récidive, voilà, d'éventuelles mises en cause. Et puis, bien sûr, dans le domaine disciplinaire, on compte sur les fédérations, hein, pour qu'elles prennent elles aussi des mesures qui permettent d'éloigner des personnes qui sont potentiellement dangereuses. Donc, évidemment, c'est un levier à mobiliser. Donc, voilà, le rôle de la cellule, c'est un peu ça, c'est vraiment de s'assurer que les signalements sont suivis et que chaque acteur prend ses responsabilités. Aujourd'hui, Yves, Voilà, alors évidemment, juste une on question, impose Yves, beaucoup de sur, choses, autour mais de on est cette, en accompagnement. juste une question autour de cette Oui, cellule. bien Aujourd'hui, sûr. vous nous l'avez dit, c'est trois personnes en charge d'information, l'administration, le côté disciplinaire. Euh, J'imagine que c'est un travail plus qu'à plein temps, puisque finalement, toutes ces affaires ont libéré la parole. Et j'imagine qu'aujourd'hui, peut-être pas encore assez, on en parlera ce soir, mais j'imagine que cette cellule va se développer. Alors, oui, on attend des bonnes nouvelles. Vous savez que c'est par les temps qui courent, c'est le renforcement des moyens humains dans l'administration, c'est pas forcément acquis, mais effectivement, on attend une quatrième personne. Mais alors, j'insiste sur le fait qu'on s'appuie aussi sur tout le réseau des services déconcentrés, hein, pour évidemment conduire toutes ces actions. Peut-être pour vous donner quelques repères en matière de chiffres et sur les signalements, justement, on est aujourd'hui à presque 1300 personnes qui sont mises en cause. Voilà, on constate que les signalements ne se tarissent pas. Au début, on a eu évidemment beaucoup de signalements anciens. Maintenant, c'est des signalements de plus en plus récents. Et voilà, nous, on analyse ça quand même comme un bon signe, même s'il y en a encore beaucoup. C'est-à-dire que la parole se libère, voilà, et qu'on continue à avoir des flux de signalements. Et pour peut-être très rapidement vous donner faire un petit état des lieux des résultats, vous dire qu'on a déjà pris plus de 624 mesures administratives, c'est-à-dire qui ont permis d'éloigner, voilà, des personnes qui étaient potentiellement dangereuses. On a fait 186 signalements au procureur de la République. Voilà, donc ça donne des résultats. Peut-être un mot Peut-être sur le sport de haut niveau. Aujourd'hui, comment vous arrivez à encadrer, à protéger, à prévenir dans le cadre de vos missions et celles du ministère? Alors, dans le sport de haut niveau, ça se passe de la même façon, hein. Alors, j'ai peut-être oublié de le préciser, mais voilà, le périmètre d'intervention de la cellule, c'est vraiment à partir du moment où il y a un éducateur qui est mis en cause. Et bien évidemment, les sportifs qui ont le plus grand entourage, en tout cas encadrement, ce sont bien sûr les sportifs de haut niveau. Et puis oui, il y a une spécificité peut-être plus en matière de prévention pour les sportifs de haut niveau. C'est-à-dire qu'il y a des liens, on le sait, particuliers entre l'entraîneur et l'athlète, qui peuvent être des terrains propices, voilà, à des dérives. Donc on travaille évidemment beaucoup sur la posture éducative, voilà, pour prévenir ces dérapages. C'est l'affaire de tous aujourd'hui, à tous les niveaux, dans un club. Bien sûr, vous posiez la question au début de voilà, est-ce que l'information, la sensibilisation, c'était notre rôle. Évidemment, nous, on peut pas tout faire. Notre objectif, notre rôle, c'est vraiment de coordonner tous les acteurs, parce qu'on a besoin de tout le monde pour aller. On est vraiment sur un changement de culture. Voilà, il faut absolument que chaque éducateur maintenant soit conscient, voilà, que sa posture peut provoquer, voilà, des troubles chez un athlète. Il faut que tout le monde soit attentif et qu'il y ait une culture commune de la vigilance pour repérer les situations difficiles.
Et donc, voilà, on a besoin de tout le monde. On s'appuie évidemment sur les fédérations, mais aussi sur, évidemment notre réseau d'établissements, les CREPS, l'INSEP, mais et aussi sur nos services. Donc voilà, on essaye de multiplier les messages à l'attention de tous ces acteurs-là. Donc au ministère, on vous souhaite d'avoir un peu plus de moyens dans les quelques jours qui arrivent, on l'espère, c'est ça en fait? On espère évidemment au niveau national, mais on en a déjà obtenu, au niveau, pour nos services déconcentrés, puisque sur les 2 dernières années, on a pu recruter, 56 personnes, voilà, qui sont, sur cette thématique-là, spécifiquement. Eh bien, c'est une excellente nouvelle. Merci Yves Rançon d'avoir pris ces quelques minutes Je pour vous en prie. partager ce travail qui est fait sur l'information, la sensibilisation et naturellement pour nous rapporter ces chiffres qui peuvent en effet, comme vous l'avez dit, paraître étonnants, paraître importants, mais qui en fait viennent démontrer que cette parole est libérée. On l'a dit à l'instant, Pierre Mignoret, c'est un sujet qui concerne tout le monde, à la fois club, comité, dans le milieu du haut niveau, ça a été dit à l'instant. Il est important donc de sensibiliser et une soirée comme celle-ci que vous organisez en est le symbole. Vous, vous avez choisi dès 2021 de sensibiliser sur ce sujet. Un précurseur finalement. Alors précurseur, je ne sais pas, mais c'est vrai Mais en tout que cas, vous avez pris le sujet. oui, une politique de prévention efficace, ça repose évidemment sur la formation, sur la sensibilisation, sur des procédures claires, de la communication auprès de tous nos membres. Donc c'est pour cette raison qu'il a été décidé dès 2021 de mettre en place des actions auprès des athlètes qu'on a dans nos différents pôles. Pour les former, l'ensemble des membres de la fédération, mais on a quand même beaucoup de jeunes qu'on brasse entre guillemets dans les pôles chez les jeunes, pour les former à appréhender le problème, à détecter les problématiques de violence qu'ils peuvent rencontrer personnellement, mais aussi constater chez leurs camarades. Ça a été dit tout à l'heure, pour briser les tabous, libérer la parole, et puis évidemment savoir comment réagir en cas de constatation d'incident. Donc ça a été fait en plusieurs étapes. 2021-2023, l'ensemble des pôles sont passés dans les mains de personnes de l'association Colosse au pied d'argile, sur des sujets liés au harcèlement, au bizutage, aux violences sexuelles, avec un temps de présentation et un temps de discussion avec les jeunes et leurs entraîneurs. Ça a été de manière systématique jusqu'en 2023, et puis ensuite plus sur demande de la part des encadrants ou des dirigeants de ces différents pôles. Et là, depuis avril 2024, c'est ça, de nouvelles actions? Oui, alors il y a eu un peu avant avril 2024, à partir de 2023, avec e-enfance cette fois, les sujets de cyberharcèlement, les sujets aussi liés aux paris sportifs qui ont été abordés dans la plupart des pôles également. À notre connaissance, on est la première fédération à avoir mis ça en place. Donc ces actions ont été lancées dès 2023. Et puis depuis avril 2024, l'ensemble des groupes équipe de France B, là c'est plutôt une co-intervention entre e-enfance, entre Colosse et puis la FFS à travers Laurence, qui se déplace sur les stages de nos équipes de France, et puis qui à travers des ateliers de type photo-expression d'abord, et puis ensuite une intervention de Colosse, font réagir nos athlètes de haut niveau pour le coup sur ces sujets-là, sur ces sujets liés à la violence en général, tous les types de violences. Vous trouvez, vous, je poserai la même question à Laurence tout à l'heure, mais que cette parole, comme ça a été dit tout à l'heure, et à l'instant par Yves Rançon au ministère des Sports, s'est libérée, que vous avez vu en tout cas des comportements différents? Est-ce que vous avez senti, vous, dans vos rapports avec vos athlètes, qui sont au pôle espoir ou ailleurs, que ça a changé quelque chose dans la manière de fonctionner? Je pense que Laurence pourra le dire mieux que moi, mais ce qu'on constate en tout cas, c'est qu'il y a une multiplication des remontées. Ça, c'est un signe quand même que les campagnes de sensibilisation sont efficaces et font leur effet. Ça, c'est indéniable. Dans la relation qu'on peut avoir avec nos athlètes, en particulier ceux des équipes de France, je ne suis pas sûr que ça puisse se ressentir comme ça au quotidien. Oui, au mais il y a des quotidien. remontées qui Mais en sont tout cas, il y a des largement remontées, supérieures à ce qu'on voyait avant. Plus largement, Laurence, à l'échelle de la Fédération française de ski, pour les clubs qui nous regardent aujourd'hui, avec qui qu'on incite d'ailleurs également à nous poser des questions, à remonter également leur parcours, en tout cas comment ils ont abordé cette sensibilisation. Qu'est-ce qui est fait pour accompagner les victimes,
les témoins de violence. On en a parlé tout à l'heure. Un petit peu, ça a été dit, mais on parle peu souvent de cet aspect. Oui, tout à fait. Donc, il faut savoir qu'au niveau de la fédération, quand on a des informations qui nous remontent, donc soit suite à des sensibilisations, comme l'a dit Pierre, eh bien, on a un travail en synergie avec Prune Rossipon, la directrice du service juridique, et puis David Loison, le directeur général, et puis les services de la DTN aussi, suivant quelles personnes sont concernées. Un travail en toute confidentialité, ce n'est pas des sujets qu'on aborde, vous imaginez bien, dans les couloirs de la fédération. Et puis, on évalue déjà s'il y a un caractère d'urgence ou pas. Donc ça va déjà être une première marche. Et puis, l'idée, c'est après de nous appuyer sur nos associations partenaires, et notamment Colosse au pied d'argile, qui font un gros travail d'accompagnement des victimes, que ce soit en termes psychologiques ou en termes juridiques. Voilà, pour savoir quelle démarche engager. Voilà. Mais il faut savoir qu'il faut que les informations nous remontent, parce que quelquefois j'entends dire la fédération fait rien. La fédération ne peut rien faire si on n'est pas averti. Par contre, à partir du moment où on est averti, eh bien, on va mettre en place les choses qu'on doit mettre en place. Voilà. Et c'est à travers toutes ces actions de prévention, de sensibilisation, ce qui a été dit, toutes ces notions, la définition, qu'est-ce que c'est finalement prévenir, qu'est-ce que c'est finalement, on va dire une violence, toutes ces notions finalement qui définissent ce que c'est ça, et puis après les notions de consentement aussi. Ouais. Vous travaillez, vous accompagnez autour de ça, j'imagine. Oui. Oui, tout à fait. Déjà parler du harcèlement dans un premier temps, parce que on en entend beaucoup parler en ce moment et depuis quelques années, mais sur des comportements qui sont presque devenus normaux entre jeunes, alors qu'il n'y a pas de normalité à avoir dans le harcèlement, quoi. Et puis parler du bizutage, qui est interdit depuis de nombreuses années. 98, mais le milieu du sport n'a été concerné qu'en 2017. Donc ça, il faut le prévenir aussi. Et puis après, tout ce qui est violence sexuelle, bien entendu. On parlera également tout à l'heure du cyberharcèlement qui est très prégnant aujourd'hui, que ce soit à l'école, mais également, j'imagine, dans le sport. Si un dirigeant sportif vous appelle pour vous faire part d'un cas avéré ou potentiel au sein de son club, est-ce qu'il y a une procédure interne qui se met en place, un accompagnement? Comment ça se passe? Oui, comme je vous l'ai dit, du coup, on travaille avec Prune. Ça nous arrive d'entendre des victimes. Ça nous est arrivé à ce moment-là, on est toujours deux. Et puis, on va faire ce que M. Rançon a évoqué tout à l'heure. On a un devoir de faire un signalement, donc par le biais de la plateforme Signal Sport, ou alors directement, ou quelquefois on fait les deux en même temps, au procureur de la République quand il s'agit de violences sexuelles et d'atteintes de mineurs. Voilà. Et puis après, il y a cet accompagnement, donc des choses qu'on délègue entre guillemets à Colosse au pied d'argile, parce que eux, ils ont des professionnels qui sont dédiés à ça. Et puis il y a un suivi qu'on fait de toute façon avec des coups de fil ou des mails pour se tenir au courant de l'avancée des différentes procédures. Vous l'avez dit à l'instant, on parlera de la prévention avec ce que vous avez mis en place, le plan fédéral et puis la BAO, le site internet naturellement. La BAO, la boîte à outils pour ceux qui ne le connaissent pas, mais tout le monde naturellement connecté connaît cette boîte à outils. L'idée, c'est vraiment à un moment donné d'être en partenariat avec ces associations de prévention. Ça a été dit un petit peu avec Fabien dès 2021. On avait reçu d'ailleurs sur ce même plateau Sébastien Boyer qui était avec nous. Et c'est important à un moment donné, j'aime pas ce mot, mais de déléguer ou de sous-traiter un peu à des personnes qui en ont fait leur quotidien et qui peut-être abordent les choses différemment. Tout à fait, c'est parce que c'est des vraies compétences. Nous, on n'est pas compétents sur tous les champs de la prévention, et c'est pour ça qu'on s'appuie sur ces associations-là qui ont un historique très important et du coup qui sont mieux équipés entre guillemets que nous, quoi. Et puis à travailler peut-être dans des multisports pour oui, tout à fait. avoir un champ peut-être de vision parfois plus large et d'avoir d'autres expériences. Je le disais à l'instant, donc un plan de prévention fédéral des violences et puis
site internet, différents sites internet, et qu'on peut retrouver dans la boîte à outils pas mal de choses. C'est ça, Oui, Laurence? tout à fait. Donc, comme l'a évoqué Fabien tout à l'heure, ce plan fédéral de prévention des violences a été mis en place tout de suite en 2020. Donc, Ouais. la Fédération de ski a été plutôt précurseur dans le domaine. Et puis, donc, progressivement, on a mis en place des outils, notamment pour les dirigeants, Mm. au sein de la boîte à outils, justement, de la Fédération, sur le site internet. Et puis maintenant, sur l'espace licencié aussi, il y a des informations pour chaque licencié sur qu'est-ce que je fais si je suis victime, vers qui je peux me tourner, etc. Ok, donc des informations que vous pouvez retrouver naturellement dans la BAO, et vous retrouverez tout ça dans la boîte à outils. Si on est éducateur, dirigeant, qu'on se sent potentiellement attiré, si on a différents sujets, il y a un numéro de téléphone, c'est Oui, ça, alors ça, essentiel. je pense que c'est intéressant d'en parler. Alors, on relaie aussi les campagnes ministérielles, bien entendu. Là, c'est Oui, plutôt ce qu'on voit à l'écran, c'est plutôt en direction des éducateurs, des dirigeants, sur donner les bons conseils. ok. Voilà, parce que peut-être que jusque-là, on avait des contacts physiques et peut-être que c'est bien maintenant de faire très attention à ce Mhm, qu'on fait. C'est pas peut-être, c'est même sûr. Et mhm. puis, tout ce qui est utilisation de photos, de vidéos, etc. Les hébergements, ça paraît une évidence, mais de redire qu'il faut héberger séparément et en sécurité les encadrants, les sportifs, les sportives. Et puis, oui, comme vous l'avez dit, Sébastien, alors, juste revenir, Peut-être un mais mot sur les procédures qui ont été évoquées. Ah oui, ouais, c'est ça tout à l'heure. Ouais. voilà, Monsieur Rançon les a évoqués tout à l'heure, mais il faut savoir que dans le domaine du sport, il y a 3 procédures qui sont pas exclusives les unes des autres, qui peuvent être menées simultanément, et c'est souvent le cas. Il y a tout ce qui est procédure judiciaire, donc là, avec les enquêtes de police, de service de Mhm, la gendarmerie, et tout ce qui est procédure administrative, c'est ce que Monsieur Rançon a évoqué tout à l'heure, qui sont menées par les services départementaux jeunesse, engagement et sport, donc avec justement les consultations de fichiers, casiers judiciaires, et puis les fichiers des infractions à caractère sexuel. Nous, en tant que fédération, on n'a pas accès à ces fichiers-là, hein. Donc mhm. c'est des données qui sont uniquement accessibles au service de l'État, bien heureusement. Et puis, il y a en dernier lieu, ça peut se faire parallèlement, mais la démarche, la procédure disciplinaire au sein de la fédération, avec des sanctions qui vont être prononcées par la commission de discipline de la fédération en fonction de la gravité des actes. Ça vous Voilà. est déjà arrivé à la fédération Oui. de devoir aller jusqu'à des procédures disciplinaires? Oui, tout à fait. Alors, c'est des procédures qui peuvent aller depuis un avertissement dans le cadre d'un pôle espoir. Ça, c'est arrivé sur des phénomènes de harcèlement dans un groupe. Et puis sur des choses plus graves avec des suspensions de licence. Oui, complètement. Et puis, comme vous l'avez évoqué tout à l'heure, on parle beaucoup des victimes et c'est bien normal, mais il faut aussi parler de gens qui potentiellement se sentent attirés Oui, c'est ça. par les enfants. Eh bien, il faut savoir qu'il existe ce numéro service téléphonique d'orientation et de prévention qui s'appelle STOP. Il ne faut pas hésiter à téléphoner, c'est confidentiel, le 0806 23 10 63. Et donc là, il y a une prise en charge, une évaluation et une orientation des personnes qui justement se disent oulala, il faut que je fasse quelque chose avant de passer à l'acte. Donc ça, c'est important de diffuser ce numéro-là aussi. Exactement, stop 0806 23 10 63, vous l'avez dit, si on est peut-être éducateur, dirigeant et qu'on se sent potentiellement attiré par les jeunes, on peut réagir et on a des services qui vont nous écouter et peut-être là encore prévenir de violence en général. Merci Pierre, merci Laurence pour Merci ces mots Sébastien. d'introduction. Je propose maintenant, et en tout cas de voir tout ce qui est fait par la fédération. On va donner la parole à une première intervenante. C'est une vidéo que vous avez peut-être déjà vue sur les réseaux sociaux. On a voulu vous la republier ce soir. C'est le témoignage d'Angélique Cauchy. C'est une ex-tennis woman qui a créé l'association Rebond. Je préfère vous avertir avant, certains propos peuvent être dérangeants, voire même choquants, mais plutôt finalement que de raconter son histoire via un PowerPoint ou autre, je pense que ces mots, ils vont peut-être résonner et peut-être vous dire qu'aujourd'hui, il est important de prévenir contre toutes ces violences et que finalement, que ce qu'elle a vécu ne se reproduise jamais. Et puis tous les deux, on se retrouvera en conclusion. On écoute Angélique Cauchy.
Sur 15 jours, j'ai dû subir entre 45 et 50 viols. C'était 3 fois par jour, tout le temps, partout. Je m'appelle Angélique Cauchy et j'ai été violée par mon entraîneur de tennis de mes 12 à 14 ans. Je vais vous raconter mon histoire. À 12 ans, je dois changer de club parce qu'à ce moment-là, je suis la meilleure de mon club, jeune et senior confondus. Et donc, j'aurai un autre entraîneur. La première semaine, il est extrêmement gentil avec moi. Il me fait énormément de compliments. Il me dit que je suis très mature, que je suis très intelligente, que je joue très bien, que je pourrais être une grande championne. Et moi, je suis une enfant qui a besoin de beaucoup de reconnaissance. Et je souffre quand même beaucoup du manque de reconnaissance de mon père. Et cet entraîneur, il va venir combler ça parce qu'il le remarque tout de suite. Et donc, il me dit qu'il est comme mon père, comme mon second père. Il y a eu 2 périodes dans cette période d'emprise qui a duré 2 ans. La première période qui est l'emprise totale où, au début, j'ai plus aucun discernement, où c'est mon Dieu absolu, où je ne crois plus que sa parole, où je deviens son mini-lui, je m'habille comme lui, je mange comme lui, je parle comme lui, et où plus rien n'existe à part lui. Ça se fait vraiment petit à petit, presque comme si je m'en rendais pas compte. Les frontières sont très floues. Jusqu'à ce jour, c'est ce jour où il m'embrasse contre le mur de son couloir. Et j'arrive quand même, malgré tout, et c'est assez fou, de trouver les mots pour lui dire non, je veux pas, c'est pas bien. À ce moment-là, j'ai 12 ans et il a 33 ans. Et finalement, en 3 mois, j'ai pas encore 13 ans, qui m'a demandé de le masturber, qui m'a masturbé, qui m'a demandé des fellations, qui m'a pénétré avec ses doigts, avec son sexe. Et finalement, ça devient mon quotidien. Et au bout de quelques mois, pour moi, faire une fellation ou faire un coup droit, c'est exactement la même chose. Je me dissocie beaucoup pendant ces moments-là. Parfois, j'ai l'impression de flotter au-dessus de moi. Parfois, j'ai l'impression que mon cerveau s'éteint. Et je mets très longtemps à revenir dans mon corps. Et souvent, je compte de 0 à 100. Et au bout de 100, je reprends à 0. Et finalement, ça finit toujours par passer. Parce que tout passe. Les premières agressions et les premiers viols, c'était chez lui, dans sa chambre. Et puis après, c'était dans sa voiture, c'était au club de tennis, c'était dans les vestiaires, c'était dans les chambres d'hôtel, c'était dans la rue. Et en fait, il était dans un sentiment d'impunité totale parce qu'il voyait qu'il n'était jamais pris et que jamais personne lui faisait de réflexion sur ses comportements. Donc finalement, il se prenait pour Dieu. J'estime à 400 le nombre d'agressions et de viols parce que je dormais chez lui plusieurs fois par semaine. Parce qu'à chaque fois que je dormais chez lui, ça arrivait 1 à 2 fois, le matin et le soir, parce qu'il y a eu ces 15 jours à la Baule, en tournée, qui sont les 15 pires jours de ma vie, où sur 15 jours, j'ai dû subir entre 45 et 50 viols. C'était 3 fois par jour, tout le temps, partout. C'est fou parce qu'aujourd'hui, quand j'entends ce nombre 400, je me dis, finalement, je suis une femme qui a davantage connu la domination, la soumission et la violence dans l'acte sexuel que le partage et la tendresse, parce que finalement, je me suis plus souvent fait violer certainement que je n'ai fait l'amour. Et puis très rapidement, au fil des semaines, parce que je sens que je suis en train de sombrer, je me rends compte que c'est pas quelqu'un de bien, je me rends compte qu'il me veut du mal, je me rends compte qu'il veut me détruire. Et parce que je m'oppose, il y a énormément de violence psychologique. Il me dit qu'il a le sida et qu'il me l'a donné. Et il m'a dit qu'il ferait la même chose à ma petite sœur si jamais je voulais plus. Il m'a dit qu'il couchait avec ma mère et qu'elle adorait ça. Il m'a dit qu'il allait tuer mes parents pour que je reste qu'avec lui. Et finalement, à mes 14 ans, ma mère m'offre un nouveau téléphone portable. Et c'est fou, mais je me promets qu'avec ce numéro de téléphone que je viens d'avoir et ce nouveau téléphone, je ne répondrai jamais au sien. 0609. Son numéro, je le connais par cœur. Je sais que j'irai dans ma tombe avec. Parfois, je donne son numéro à la place du mien. Il m'appelle des centaines et des centaines de fois, je ne réponds pas. Et finalement, ça finit par s'arrêter. Et moi, à ce moment-là, je me dis que je vais pouvoir revivre. En fait, j'ai pas parlé pour 3 raisons. La principale, c'est que mon père disait toujours, si un jour quelqu'un te fait du mal, j'attendrai pas que justice soit faite, je lui mettrai une balle entre les 2 yeux quitte à prendre 20 ans de tôle. Et j'ai eu tellement peur qu'il le fasse que j'envoie mon père en prison. Alors j'ai fait le choix de ne pas parler, de m'en sortir seule. Et ce qu'il y a de plus dur aujourd'hui pour moi, c'est de me dire qu'au moment où ça s'arrête pour moi, que le 11 septembre 2001, c'est le jour où il a violé Astrid pour la première fois. Astrid, c'est la victime après moi. Et donc j'ai décidé finalement d'aller déposer plainte parce que j'avais pas été là pour elle, les co-victimes, comme je les appelle. J'aurais tellement aimé parler un tout petit peu plus tôt pour que elle ne soit jamais victime. Chaque matin, je me lève en me disant qu'il faut que je sois quelqu'un de bien pour que le jour où je vais mourir, tout ce que j'ai fait de bien sur Terre compense le fait que je les ai pas sauvés. On a déposé plainte en 2014. En 2020, on a eu notre premier procès en cour d'assises. Il est condamné à 18 ans de réclusion criminelle et donc il a interdiction d'être en contact avec des mineurs dans son milieu professionnel et il aura un suivi socio-judiciaire de 5 ans
pour justement être sûr qu'il n'y aura pas de récidive. En cours de procédure avec mes co-victimes, on s'est rendu compte à quel point c'était long, à quel point c'était dur et à quel point on était seul. Et donc on a créé cette association, Rebond, qui lutte contre les violences sexuelles sur mineurs dans le sport. Aujourd'hui, je dédie ma vie à la protection de l'enfance. Voilà des propos recueillis par les équipes de Brut avec le témoignage d'Angélique Cauchy. Certains l'avaient peut-être déjà découvert sur les réseaux sociaux. Un témoignage plus que poignant. On a finalement un jour envie de se dire plus jamais ça. Elle l'a un peu dit. Plus envie finalement que d'autres victimes après elle, ce fameux 11 septembre 2001 avec Astrid, comme elle le dit, plus envie que ça se reproduise. On va parler avec deux nouveaux invités qui nous ont rejoints, parler de ces associations. On en a parlé précédemment, mais mieux vous connaître et puis également ensuite rentrer là encore un peu plus dans le détail, parler de cyberharcèlement notamment, parler du repérage des victimes, enfin beaucoup de thématiques qu'on a envie de partager avec vous. Tout d'abord, Gabriel Millet, coordinateur de prévention à l'association Colosse au pied d'argile. Je disais, Sébastien Boyer était là il y a quelques années, c'était au début de cette collaboration avec la Fédération française de ski. Et puis Alexis Chor, responsable des intervenants de prévention à l'association e-Enfance 3018. Merci en tout cas à tous les deux d'être avec nous ce soir pour ce direct. N'hésitez pas, j'en profite pour vous rappeler, si vous avez des questions, des interrogations, n'hésitez pas dans le chat à poser ces questions. Tout d'abord, avec vous Gabriel, l'association Colosse, je vais y arriver, au pied d'argile. Non, ça va, mais peut-être fin de journée, peu importe. L'association Colosse au pied d'argile lutte contre les violences sexuelles, le harcèlement et le bizutage en milieu sportif, mais aussi dans les champs de la jeunesse et du scolaire. Je fais rapidement. Vous avez, j'imagine, 2-3 informations à partager avec nous, notamment des chiffres. On en a parlé tout à l'heure avec le ministère. Vous aussi, je crois que vous avez quelques chiffres à partager avec nous. Oui, alors on va effectivement avoir quelques chiffres à partager. Vous rappelez effectivement ce qu'est le rôle de l'association Colosse au pied d'argile. Alors l'association Colosse au pied d'argile, c'est une association de protection de l'enfance qui lutte, comme on l'a dit, contre les violences sexuelles, le bizutage et le harcèlement en milieu sportif et dans tous les champs de l'enfance. L'objectif de l'association Colosse au pied d'argile, et c'est un petit peu comme ça a été dit, on l'a vu, on a vu l'importance de libérer la parole, notamment avec la vidéo d'Angélique Cauchy, mais c'est vraiment ça l'objectif de l'association Colosse au pied d'argile, c'est de faire de la sensibilisation, de faire de la prévention, de faire de la formation et de permettre aux victimes de libérer leur parole et de permettre aux professionnels qui sont autour des victimes, qui sont les encadrants, qui sont les adultes de confiance, de leur permettre aussi d'amener cette libération de la parole, de faire en sorte qu'il y ait un cadre qui soit un cadre sain et qui soit un cadre sécurisé pour faire en sorte que la pratique sportive puisse être la plus agréable et puisse se passer sans violence, voire même pour faire en sorte que le milieu sportif soit un lieu refuge dans lequel les enfants qui seraient victimes pourraient possiblement libérer leur parole. Quelques chiffres effectivement sur l'association. Donc l'association elle a deux grandes missions. La prévention, donc pouvoir sensibiliser, pouvoir former, que ce soit les enfants ou que ce soit les adultes, donc dans tous les milieux où les enfants peuvent se trouver. Donc vous avez les chiffres qui s'affichent sur votre écran, mais en 2023 c'était plus de 2000 interventions qui nous a permis de pouvoir sensibiliser ou de pouvoir former plus de 80 000 personnes. Donc c'est des chiffres qui sont importants. C'est vraiment un objectif, nous, de pouvoir sensibiliser, de pouvoir former le plus de monde possible, qui est de faire en sorte que les violences sexuelles ne soient plus un sujet tabou, de pouvoir briser l'omerta sur les violences sexuelles. Et on pense que ça passe par une meilleure connaissance du sujet, par le fait que les personnes sachent de quoi est-ce qu'on parle et comment pouvoir en parler aussi. Donc la prévention, qui est un premier aspect qui est très important pour nous au sein de l'association. Et le deuxième aspect, ça a été effectivement dit aussi avant, notamment par Laurence, qui est l'accompagnement des victimes. Donc on a un pôle d'accompagnement des victimes qui sur le plan psychologique et sur le plan juridique, accompagne des victimes collatérales, des structures, des fédérations, que ce soit du coup dans tout ce qui est résilience, dans tout ce qui est accompagnement psychologique, mais également sur tout l'aspect juridique. Donc on en a parlé, que ce soit avec Signal Sport, que ce soit possiblement avec les procureurs de la République et tout ça, de pouvoir effectivement proposer aux victimes, aux structures, aux personnes qui ne sont pas forcément des professionnels de la protection de l'enfance, parce que je rejoins complètement les dires du ministère en disant que l'objectif c'est qu'on passe dans qu'on soit vigilant et qu'on n'hésite pas à signaler les faits, mais ça peut être compliqué de savoir comment signaler les faits, ça peut être compliqué de connaître la procédure, et justement l'objectif de l'association Colosse au pied d'argile, c'est aussi de pouvoir accompagner au mieux dans cette procédure et de pouvoir rassurer tout le monde. Donc ça passe par l'aspect juridique et par l'aspect psychologique également. L'association du coup elle a fêté ses 10 ans l'année dernière, maintenant ça fait 11 ans qu'elle existe, et voilà, en 10 ans vous avez les chiffres qui sont affichés, mais ça a permis de sensibiliser plus de 350 000 enfants et puis de permettre vraiment qu'il y ait au moins 8 000 interventions qui aient été réalisées.
disais, c'est les chiffres de l'année dernière, donc ça a encore évolué depuis. Avec plus de 3200 victimes accompagnées et finalement orientées vers la bonne structure pour arriver finalement à aller un peu mieux. En tout cas, disant, tenter. effectivement, c'est l'objectif vraiment de jouer également sur cette résilience pour accompagner au mieux les victimes et les familles des victimes et les victimes collatérales, effectivement. Alexis, la même question pour e-Enfance 3018, avec tout d'abord présenter cette association, partenaire officiel du ministère de l'Éducation nationale dans la lutte contre le cyberharcèlement entre élèves et depuis 2011, c'est ça? Totalement. Là encore, des chiffres et des missions qui sont plus que jamais essentielles, j'imagine, Alexis. Totalement. Tout d'abord, bonjour Sébastien, bonjour Gabriel et bonjour à toutes les personnes derrière leurs écrans. Effectivement, c'est des missions essentielles. Alors, où il y a une prise de conscience qui est récente, mine de rien, sur les questions de harcèlement scolaire et de cyberharcèlement. Parce qu'au-delà du cyber, il y a aussi ce qui se passe à l'école directement ou au sein du sport. Tout à l'heure, je pourrais donner des chiffres où on voit un peu les événements. Mais en gros, l'association e-Enfance a 3 pôles. 3 actions en tout cas concrètes. Alors une où je vais vraiment être très, très bref, c'est sur les questions des plaidoyers et les questions politiques où on essaye de faire prendre conscience des questions du harcèlement scolaire, du cyberharcèlement, également sur les questions liées à la santé mentale des enfants, donc avec l'hyperconnexion en ligne, etc. Également sur les questions de la pornographie. Donc, plein de sujets en lien avec le numérique. Mais au-delà de ça, effectivement, il y a 2 pôles très importants. Donc, c'est évidemment le pôle prévention. On intervient dans les écoles du CP à la terminale auprès des parents, auprès des professionnels pour les sensibiliser, pour les former aux questions des violences scolaires, des violences numériques et de tout type de conséquences que l'on peut avoir en lien avec Internet. Donc, la pornographie, la pédocriminalité, les questions sur les jeux vidéo, les réseaux sociaux. Donc, on intervient sur beaucoup de choses. Et si vous oubliez demain, aujourd'hui, le pôle prévention, c'est pas un souci, mais par contre, le 3018, il n'y a plus le choix. Il faut le connaître par cœur. Le 3018, c'est le numéro national et unique concernant les questions de harcèlement scolaire et de cyberharcèlement. Donc, c'est un numéro qui est totalement gratuit, anonyme, confidentiel, ouvert tous les jours de l'année, 365 jours sur 365, de 9h à 23h. Et sur cette ligne, vous avez psychologues, juristes, experts du numérique qui sont là pour répondre aux victimes de harcèlement, de violence numérique également. Et qu'on soit parent, professionnel, on peut appeler pour un enfant pour directement se faire aider. Donc, au-delà d'un accompagnement juridique, numérique, psychologique, nous, on a aussi un pouvoir, on peut supprimer en moins d'1 heure les contenus sur les réseaux sociaux, Snapchat, Instagram, TikTok, Facebook, YouTube, etc. Donc, on a cette action qui est directe et concrète, parce que parfois on peut être le meilleur éduc, le meilleur animateur, le meilleur coach du monde et bien accompagner ces jeunes. Si un contenu violent, sexuel ou autre est toujours publié en ligne, et ben pour le jeune, pour l'enfant, même pour un adulte, c'est atroce. Et donc on n'arrive pas à se sortir aussi de ce mécanisme. Et donc l'intervention sur les réseaux sociaux, ça permet aussi ça. Vous avez lié avec ces différentes plateformes des relations peut-être un peu plus peu plus direct, en fait, on va se dire, ça suffit maintenant. Enfin, est-ce que vous y arrivez un peu mieux que d'autres? On y arrive. Je pense qu'on est une des structures qui arrive le mieux. On travaille depuis un petit moment avec les réseaux sociaux, tous. Depuis 2 semaines avec Telegram aussi, alors que c'était un gros chantier, Telegram, qui est un réseau notamment russe, où il y avait beaucoup de problématiques, notamment pédocriminelles et beaucoup de violences, de deepfake, pornographiques, donc des gros sujets de cyberviolence, notamment qui touchent beaucoup les femmes et les jeunes filles. Parce qu'on parle de femmes, on parle aussi surtout de jeunes filles. Donc c'est beaucoup d'enjeux. Et donc on est signaleur de confiance auprès de ces réseaux. En gros, on est des signaleurs VIP. Dès qu'on signale, ça remonte tout en haut. Et donc c'est traité, c'est très efficace. En général, en moins d'1 heure, au maximum 24 heures. Là, on a quelques chiffres, si vous le souhaitez. Je vais en commenter quelques-uns qui sont intéressants. Par exemple, un des chiffres, 67% des enfants de primaire sont inscrits sur les réseaux sociaux.
c'est très intéressant. Alors, les réseaux sociaux, c'est interdit avant 13 ans, hein, normalement, et jusqu'à 15 ans s'il n'y a pas un accord parental. Mais pourtant, 67% des enfants en primaire sont sur les réseaux sociaux. On arrive à 93% au collège et 97% au lycée. Donc, finalement, quasiment tous les enfants, à un moment donné, sont sur les réseaux. Et on sait que... quand on voit des jeunes qui sont au collège et au lycée, qui rentrent dans l'adolescence, et des problématiques d'hyperconnexion sont déjà ancrées, ce qui peut amener derrière des violences numériques aussi plus facilement. Quand vous voyez ça, ça ne veut pas dire que finalement la prévention, il faut plus la faire auprès des... Pardon, hein, je ne vais pas m'attirer que des amis, mais est-ce que ça ne veut pas dire que la prévention, finalement, on est plus à faire auprès des parents avec des chiffres comme ça, avec déjà des enfants connectés en primaire, sachant que vous l'avez dit, la législation a acté des choses, la loi a été là pour arrêter des choses, et finalement on s'aperçoit que non, on est déjà connecté avant le bon âge. Oui, et encore, je ne vous donne pas les chiffres avant la primaire, hein, qui sont toujours intéressants. Aujourd'hui, en France, c'est à 6 ans et 10 mois, on est autonome sur Internet, en France. Et ça, 6 ans et 10 mois. Voilà. Donc, vous avez raison, il faut sensibiliser les parents, mais pour moi, c'est tout le monde qu'il faut sensibiliser à la même échelle. Il faut autant aller voir les enfants, autant aller voir les parents, et aussi les professionnels. Ouais. Tout type de professionnels, hein. Prof, directeur d'établissement, éducateur sportif ou éducateur spécialisé ou autre. Donc, tout est à la même échelle. Il y a une première question, justement, avant qu'on aborde un autre chiffre. Le 3018 peut-il intervenir auprès des messageries privées comme des WhatsApp pour faire supprimer des contenus violents? Est-ce que c'est possible? C'est une excellente question, Eric. Le 3018 ne peut pas intervenir auprès WhatsApp. C'est l'une des seules structures auxquelles on ne peut pas intervenir. Et donc, oui, on fait un gros travail en ce moment avec Meta, parce que ça appartient à Meta, donc Facebook, WhatsApp, pour essayer d'intervenir sur WhatsApp. Et c'est la seule grosse structure sur laquelle on ne peut pas intervenir aujourd'hui. Donc on travaille pour. Donc on espère que ce sera bientôt le cas. Un autre chiffre, vous vouliez encore partager avec nous? Oui, juste un dernier chiffre qui est assez intéressant. Alors ça, les chiffres que je vous partage, c'est le chiffre de notre dernière étude, de notre dernier sondage qu'on fait tous les ans au mois d'octobre. On a souhaité mettre une échelle de souffrance. Donc on a demandé aux enfants, comme quand vous allez au médecin, vous avez mal sur combien? De 0 à 10. On a fait la même chose pour les enfants qui étaient victimes de harcèlement, et on leur a demandé, vous avez mal sur combien quand vous êtes victime de ce genre de violence? Et un enfant sur 3 exprime une souffrance atroce entre 9 et 10 sur 10. Donc c'est hyper intéressant sur les questions de santé mentale de voir que les enfants... sur du harcèlement scolaire où on se dit juste c'est des insultes, c'est des brimades à répétition, et pour eux c'est une souffrance extrême. Donc c'est très intéressant, alors que c'est souvent beaucoup de violences psychologiques, hein, et physiques aussi, hein, mais c'est beaucoup dans psychologiquement que l'on ressent ça. Donc c'est un chiffre aussi qui est très intéressant, et évidemment 29% des victimes sont allées jusqu'à penser au suicide, hein. Et donc on sait que c'est une des conséquences qui existent malheureusement. Puis on a terriblement des exemples sur les 5 dernières années qui nous disent que ça peut arriver, ce qui n'est vraiment pas très rassurant, en tout cas quand on en arrive ici. Une autre question, je suis dirigeant de club, que faire si j'ai des doutes en cas de violence d'un encadrant sur un mineur, mais que rien ne le prouve? Faut-il en parler directement avec les personnes concernées ou contacter plutôt la fédération, d'autres structures? Peut-être dans un premier temps, Gabriel, que faut-il faire sur une question comme celle-ci? Déjà, effectivement, ce qui est très important, c'est de se dire qu'il ne faut pas rester seul avec ces questions-là. Il faut justement sortir de ça. Et puis, on l'a vu notamment, et c'est l'objectif de cette table ronde aujourd'hui, c'est de se dire qu'on a autour de nous maintenant des acteurs qui sont prêts à nous aider, qui sont prêts à nous accompagner par rapport à ça. Déjà, c'est réfléchir clairement. Vous parlez là de doutes. C'est aussi ne pas hésiter parfois à se poser et puis à réfléchir un petit peu à quels sont ces doutes, quels sont l'ensemble des signaux qui peuvent nous laisser penser qu'effectivement, cet encadrant a des actes qui peuvent être violents, ou quels sont ces doutes, on va dire. Revenir, ne pas hésiter parfois à se mettre devant une feuille blanche et puis à écrire quels sont ces doutes, quelles sont les raisons de ces doutes et tout ça. Et puis effectivement, après, ne pas rester seul avec ça. Donc en soi, toutes les personnes, effectivement, ça peut être la fédération directement à contacter, ça peut être Colosse au pied d'argile directement, notamment il y avait les numéros qui étaient affichés tout à l'heure, mais qui seront redonnés. Mais effectivement, nous, sur le site Colosse au pied d'argile, du coup, si vous allez sur colosse.fr, il y a directement un onglet avec écrit « Je signale » qui va
justement être un signalement qui ne sera pas envoyé aux autorités judiciaires ou aux autorités administratives, notamment à Signal Sport. Ça pourra le devenir, mais dans un premier temps, c'est pas l'objectif. C'est que ce soit lu, nous, par les juristes et les psychologues qui vont évaluer la situation et qui vont revenir vers vous justement pour pouvoir vous conseiller. Donc oui, en fait, vous pouvez signaler. Je vais même dire que vous devez signaler parce qu'on l'a dit, c'est vraiment l'objectif de ça, c'est de passer là-dedans, c'est de ne plus rester seul avec ça parce que ça, c'est quelque chose qui malheureusement, il y a pu avoir. Moi, quand je parle à certains présidents qui sont présidents ou dirigeants depuis un certain nombre d'années, qui me disaient mais nous, ça nous est arrivé il y a 20 ans et il y a 20 ans, il n'y avait aucune structure vers laquelle on pouvait se tourner. Et c'est aussi pour ça justement que Sébastien a décidé de créer l'association Colosse au pied d'argile, c'est parce qu'il s'est rendu compte qu'il y avait un manque de structure qui luttait contre les violences dans le milieu sportif. Maintenant, on le voit, c'est un sujet qui a été pris notamment un petit peu à bras-le-corps, on peut le dire, notamment par la Fédération française de ski, par Colosse au pied d'argile, tout ça. Donc oui, ce serait passé par Colosse au pied d'argile, ce serait aussi possiblement questionner directement la fédération, en tout cas ne pas rester seul avec ça. Faut-il en parler directement avec les personnes concernées? Pas forcément. Ça va dépendre de la situation. Je ne pourrais pas apporter une réponse là, oui ou non. Ça va dépendre de la situation, ça va dépendre des doutes, ça va dépendre un petit peu des faisceaux d'indices qui seront donnés. Possiblement, si on est sur une posture qui n'est pas forcément la bonne, ça peut être réfléchir sur l'amélioration de la posture, mais ça va vraiment dépendre de la situation et de l'ensemble des doutes. Tellement différente qu'on ne peut pas faire de généralité sur le sujet. C'est pour ça. On ne vous en voudra jamais d'avoir signalé parce que vous avez eu un doute sur un cas de violence. On vous en voudra par contre d'avoir pas signalé si vous avez eu le doute. Ou vous en voudrez aussi. Ce que disait Angélique tout à l'heure, elle s'en veut tellement de pas l'avoir fait finalement, et de pas avoir dénoncé. Il y a aussi... Alors sachant que c'est pas forcément le même rôle, parce que pour Angélique... elle l'a vécu, mais il y avait aussi ce sujet de se dire j'aurais pu faire quelque chose. Donc il y a la culpabilité que peuvent ressentir aussi les victimes, notamment sur le fait de pas avoir parlé, mais on n'est pas là sur le même rôle et sur le même... on n'est pas sur une personne qui subit, mais effectivement, nous, ce qu'on dit beaucoup, et ce que je dis beaucoup en intervention, c'est quand il y a un doute, il n'y a pas de doute, il faut signaler. Quand il y a un doute, il n'y a pas de doute, il faut passer à l'action. Et puis après, vous avez énormément de moyens d'action. Le 119, si on est notamment sur des violences intrafamiliales, parce que je l'ai dit tout à l'heure, mais le milieu sportif, ça peut être aussi un milieu, si l'enfant se sent à l'aise, ça peut être un milieu qui est un cocon protecteur dans lequel l'enfant puisse se sentir à l'aise à l'idée de parler. On dit aussi vraiment, il y a des violences qui se passent au milieu sportif, mais le milieu sportif est aussi justement le milieu dans lequel il y a des libérations de la parole. Donc il peut y avoir le 119, il peut y avoir Colosse au pied d'argile, il peut y avoir le 38, vraiment c'est ça l'objectif, et à la limite c'est ça ce qu'il faut que vous reteniez, c'est oui, faites-vous accompagner, ne restez pas seul. Comment repérer les victimes? Il y a énormément de signaux d'alerte que peuvent renvoyer les victimes, c'est ce qu'on va appeler les signaux d'alerte, qui sont très différents en fonction des victimes. On est sur des humains, on est sur des hommes, des femmes, des filles, des enfants, des garçons. Donc les signaux d'alerte, ils peuvent être très différents. Nous, ce qu'on dit, et c'est ce que disent les personnes de manière générale, on dit il faut être vigilant à tous les changements de comportement d'un enfant. Un enfant qui était un petit peu leader dans un vestiaire, ou un enfant qui était très souriant, qui se met à être un petit peu plus dans son coin, un enfant qui a des grosses chutes de niveau scolaire ou sportif. Ça peut être des signaux d'alerte qui peuvent nous laisser penser que l'enfant est ou a été victime de violences sexuelles, d'harcèlement ou de cyberharcèlement. Et après, il y a aussi des choses qui peuvent être plus spécifiques, si on parle de notre sujet plus spécifique aux violences sexuelles. Il y a ce qu'on va appeler une hypersexualisation ou des conduites sexuelles à risque. Ça va être un signe de violence sexuelle. Les scarifications aussi, dans tous les cas, un enfant qui se scarifie, un enfant qui est dans une situation de mal-être. Pour les jeunes filles notamment qui se scarifient au niveau de l'intérieur des cuisses, on estime que dans plus de 90% des cas, elles ont été victimes de violences sexuelles. Et ça, les scarifications, c'est quelque chose que on peut voir. Je ne dis pas qu'on les voit dans tous les cas, parce que c'est pas rare que les victimes les cachent, et notamment quand on est au niveau des cuisses, on le voit à peu de moments, mais c'est quelque chose qu'on peut voir, et surtout que, c'est ce qu'on disait, si on le voit, il faut ne pas hésiter à poser la question aux enfants. Si on se demande quelque chose, c'est un changement de comportement, il ne faut pas hésiter à poser la question. Voilà, j'ai vu qu'il y avait ça, est-ce que tu veux qu'on en parle? Je suis là, où il y a des adultes de confiance qui sont autour de toi et qui peuvent t'en parler. Pourquoi une victime ne parle pas? Souvent on le dit, ou elle n'ose pas, elle a des pressions, pourquoi? Est-ce que tu veux lui répondre? Je vais bien répondre. Il y a plusieurs raisons. Alors elle en a parlé. Oui, elle l'a dit. Effectivement, mais il y a d'autres raisons aussi. Déjà que les adultes n'écoutent pas beaucoup les enfants. En vérité, c'est un vrai sujet. En France, en tout cas, et même ailleurs, la prise en compte de la parole des enfants. Souvent,
on va les entendre, mais on va pas les écouter, où on va plus se dire « Ah, mais ça me paraît fou qu'un adulte ait fait ça », et donc on va plutôt remettre en question ce que nous dit l'enfant par rapport à ce que, imaginons, on a pu vivre d'un adulte ou autre. Donc il y a une des raisons, c'est une des raisons, il y a la plupart des enfants, quand vous leur demandez pourquoi ils n'en parlent pas, c'est aussi les adultes vont pas m'écouter, ils vont rien faire. Donc il y a une vraie peur que les adultes ne fassent rien. Donc pourquoi me faire du mal à en parler si personne ne va rien faire, que ce soit chez les adultes, chez les professionnels dans le milieu judiciaire ou autre, hein. Donc pourquoi en parler, ça va me faire du mal. Donc autant rester avec ce secret-là sans en parler. C'est une réalité, et aussi parce que c'est des sujets qui sont très difficiles. Il y a des associations comme Colos, comme nous chez e-Enfance ou autres, où on parle de ces sujets-là, mais il n'y a pas beaucoup de sensibilisation tout de même sur tous les enfants que l'on voit. Ils ne sont pas tous sensibilisés. La sensibilisation, on sait que ça fonctionne, mais il faut qu'elle existe. On manque de moyens humains, de moyens financiers pour faire parler de ces sujets. Donc là, c'est très cool que la FFS organise ce type d'événement pour pouvoir parler évidemment là aux professionnels de la Fédé, qu'on puisse voir de plus en plus les enfants pour leur en parler, pas que à l'école, mais aussi dans le milieu du sport ou dans d'autres types de structures. Donc c'est très bien. Donc on est très optimiste, on fait des pas en avant. Mais il y a aussi ces raisons-là où parfois les enfants se disent c'est peut-être normal ce que je vis aussi. Il y a X d'autres raisons, peut-être que Gabriel peut aussi. Il y a peut-être d'autres idées. Mais oui, mais il y en a aussi qui sont. Alors le sujet des violences, mais c'est ce que disait Alexis. Le sujet des violences, c'est un sujet qui est tabou. Le sujet des violences sexuelles faites aux enfants, le sujet des violences faites aux enfants et le sujet des violences sexuelles faites aux enfants, c'est des sujets qui sont tabous. On le dit, on participe à briser l'omerta sur les violences sexuelles, mais ça reste un sujet tabou. Dire que ce ne serait pas un sujet tabou actuellement, ce serait faux. Les violences faites aux enfants sont un sujet tabou. Et donc du coup, il peut y avoir une certaine honte et une certaine culpabilité que peuvent ressentir les victimes, de penser que c'est de leur faute ce qui leur est arrivé, de penser que oui, que c'est de leur faute ce qui leur est arrivé. C'est quelque chose qu'on entend énormément, et notamment qu'essayer de faire croire l'agresseur d'Angélique au moment où elle faisait subir les violences, c'est quelque chose qu'on voit. Donc la honte et la culpabilité, c'est des choses qui font que les victimes n'osent pas forcément en parler. Le chantage, la peur de ne pas être cru, tout ça, il y a énormément de choses qui vont faire que les victimes ne vont pas oser en parler. Mais ce dont on se rend compte, c'est que quand on parle du sujet, et je vais rejoindre Alexis, c'est que quand on parle du sujet, quand on évoque le sujet, on se rend compte qu'il y a de la libération de la parole. Nous, la libération de la parole, c'est notre quotidien, c'est notre réalité à nous, parce que ce dont on se rend compte, c'est que quand on va poser des mots sur ce que les enfants peuvent subir, quand on va se mettre à hauteur d'enfant et qu'on va expliquer, qu'on va poser, qu'on explique ce que sont les violences, qu'on leur dit qu'ils peuvent libérer leur parole, et là on se rend compte qu'il y a de la libération de la parole. Donc ne pas parler du sujet, ça va servir aussi aux agresseurs. Est-ce lorsque vous intervenez dans vos différentes missions, est-ce qu'à un moment donné, alors vous faites tout, action de sensibilisation, ça t'est dit, de l'écoute empathique, se rapprocher des structures que dont c'est le métier, se rapprocher de vous, participer aux actions que vous menez, mais ça facilite, vous l'avez dit, la parole, mais est-ce qu'à un moment donné, il vous est arrivé dans des ateliers que des personnes se libèrent et parce que vous étiez à proximité d'elles, elles viennent vous voir, elles vous disent « mais en fait, ce que vous venez de dire, je l'ai vécu et c'est parce que en fait, vous avez permis cette ouverture de parole que, tristement ou peut-être pas tristement, ou qu'heureusement, elles sont arrivées à en parler ». Je veux dire que c'est rare que ça n'arrive pas. Exactement. C'est tout le temps, c'est ça ? Enfin, tout le temps. Tout le temps, oui. Alors, quand on est auprès de professionnels, ça l'est peut-être un petit peu moins, mais oui, c'est quotidien, cette libération de la parole. Et nous, on est formés d'ailleurs à l'association Colosse au pied d'argile à accueillir cette parole et puis à traiter cette parole qui peut nous être libérée. Mais oui, c'est ce que je vous disais, c'est qu'à partir du moment où on parle du sujet, à partir du moment où on évoque le sujet, là, on se rend compte qu'il y a des violences qui ont eu lieu. Le chiffre, en tout cas, sur les violences sexuelles, on estime qu'il y a un enfant sur 10 qui a subi de l'inceste avant ses 18 ans. Donc le chiffre qu'on peut retenir, c'est que sur une classe de CM2, il y a entre 2 et 3 enfants qui ont subi de l'inceste ou qui vont subir de l'inceste. Donc on le sait à partir du moment où on intervient auprès d'une cohorte de personnes, on le sait qu'il y a des victimes au niveau statistique, on le sait que possiblement il y a des victimes, des personnes qui ont été victimes, des personnes qui sont victimes, des personnes qui ont libéré leur parole, des personnes qui n'ont pas libéré leur parole. Mais forcément, ça c'est une réalité et qu'à partir du moment où on évoque le sujet, oui, là on se rend compte qu'il y a de la libération de la parole. C'est totalement ça. Nous ça, en moyenne 2 à 3 enfants qui viennent nous voir. Et en fait, c'est les chiffres, un enfant sur 10. C'est la même chose pour le harcèlement, c'est aussi un enfant sur 10 victime. Donc ça fait 1 million d'enfants par année, si on compte en concret. Donc c'est énorme. Et
Et nous, tous nos animateurs, ils voient 2 à 3 enfants à chaque intervention, à chaque animation. Moi, j'ai déjà une enfant de 10 ans qui est venue me voir pour des maltraitances à la maison. Alors, c'était pas sur des questions de harcèlement, c'est des choses sur lesquelles on n'abordait même pas. Mais en fait, cette jeune fille a senti une confiance. Elle n'en avait jamais parlé à personne. Je suis resté 30 minutes avec elle et elle a fini par libérer sa parole. Donc, l'enfant a sûrement dû se ressentir une personne en face d'elle qui allait l'écouter et prendre en considération. Donc, c'est aussi un rôle à tenir. Sur la notion juste de cyberharcèlement, parce que où est la frontière entre, pardon de le dire ainsi, mais entre le cyberharcèlement et parfois la blague certainement de mauvais goût, hein. Comment on arrive à juger à quel moment on rentre dans du cyberharcèlement, versus une très mauvaise plaisanterie? Le Parce que la frontière parfois peut être, en tout cas dans la compréhension, j'imagine, des publics que vous avez, c'est pas tout le temps simple. Ça va parce que ça va mieux en tout cas. Ça va mieux de ce côté-là. Je suis chez enfance. Avant, il fallait batailler pour dire bah non, c'est pas juste des enfants qui rigolent et qui se chamaillent. Avant, il y avait beaucoup ça. Ça m'arrive encore de l'avoir, mais beaucoup moins parce qu'il y a une prise de conscience quand même sur le sujet, notamment des professionnels et aussi des enfants qui se rendent compte que c'est pas normal. Il y a la répétition. Évidemment, le cyberharcèlement, le but dans le terme de harcèlement, c'est l'intimidation, c'est qu'elle se répète, évidemment. Mais ce qui est important aussi de prendre en compte dans les questions de harcèlement scolaire et de cyberharcèlement, ça va être la question de domination. Les enfants sont censés être sur la même échelle d'égalité, mais à force de se faire harceler, à force de se faire taquiner, brimade, etc., les enfants ils vont commencer à se poser une question toute simple. Ils vont se dire pourquoi moi ? Pourquoi c'est moi qui suis victime et c'est pas quelqu'un d'autre dans la classe ? Je sais. Le problème, c'est pas les autres, c'est moi. Donc finalement, dans cette échelle d'égalité, je ne suis pas au même niveau, donc je suis inférieur aux autres. Et à partir du moment où il y a quelqu'un qui est dominant et qui est une personne dominée, c'est que c'est totalement logique les violences qui s'opèrent. Dans la savane, quand une lionne attrape une antilope, l'antilope, dès qu'elle se fait attraper, elle arrête de bouger et elle se laisse tuer. Parce que c'est comme ça que ça fonctionne. Et dans le harcèlement, c'est exactement ce qu'on va se dire, c'est logique ce qu'il m'arrive. C'est pour ça qu'on va retrouver des enfants victimes qui vont être victimes du CP à la terminale, parce qu'ils vont toujours être pour eux plus faibles que les autres. Et donc c'est normal qu'un chasseur chasse, entre guillemets. Donc évidemment c'est plus complexe que ça, mais il y a cette échelle de domination à prendre en compte. Et pas juste cette échelle de violence concrète. Voilà. Je pense qu'il y a aussi la question, et notamment nous, c'est toutes ces questions-là qu'on essaie de développer quand on parle de bizutage, c'est la question du développement des compétences psychosociales et du fait justement le développement de l'empathie, le développement de la compassion, d'essayer d'imaginer ce que peut ressentir la personne au moment où il y a des violences, au moment où il y a des blagues, au moment... Et c'est vraiment ça aussi sur lequel, c'est aussi tout l'objectif de nos sensibilisations, c'est vraiment de développer ces compétences psychosociales, de pouvoir amener les enfants à poser des mots sur leurs émotions, de pouvoir leur dire que si jamais il y a une émotion qui est trop présente, notamment une émotion qu'on va nommer un petit peu plus négative, de ne pas hésiter à aller en parler à des adultes de confiance, mais c'est aussi ça vraiment l'objectif, c'est de pouvoir se dire mais qu'est-ce que peut ressentir la personne au moment où je lui fais subir ce que je lui fais subir. De jouer sur ses compétences psychosociales, c'est effectivement ces questions-là quand on parle de harcèlement, quand on parle de bizutage, c'est vraiment pouvoir amener les enfants à réfléchir et à se poser, à prendre soin aussi les uns des autres en tant qu'enfants. Dans cette société où l'image est omniprésente, on parlait tout à l'heure des réseaux sociaux, comment faire pour protéger? Alors, vous l'avez dit tout à l'heure, on enlève très vite des contenus, on est capable de réagir très vite, mais comment fait-on pour essayer que finalement ces images qu'on nous renvoie, alors que ce soit les réseaux, mais sur la toile avec tout l'accès, vous l'avez dit tout à l'heure, à la pornographie de manière strictement et tellement simple aujourd'hui que ça en est terrible. Comment fait-on dans cette société de l'image pour protéger le plus grand nombre de personnes, et notamment nos enfants, puisque c'est bien ça dont il est question. Puisqu'ils s'identifient, il faut être comme les autres, il faut être potentiellement le plus fort, le plus vu, alors qu'à un moment donné, on va être harcelé si on ne rentre pas dans les codes, en fait. C'est une bonne question. Alors, il y a la sensibilisation qu'il faut faire et qu'il ne faut pas oublier. Il y a l'accompagnement évidemment des parents, des professionnels. Et souvent quand je parle d'accompagnement aux parents, ils me disent oui mais moi j'y connais rien.
à Internet, aux écrans. Comment je fais pour bien accompagner mon enfant sur les écrans? Moi, je ne pense pas qu'il y ait besoin d'être un expert du numérique et des réseaux sociaux pour accompagner son enfant sur les outils numériques. Moi, je pense que c'est un peu comme accompagner son enfant à l'école. Et je parle juste du trajet, hein, de la maison à l'école. Avant de laisser son enfant aller tout seul à l'école, tout d'abord, il y a un schéma. On l'accompagne plusieurs fois. Ensuite, on explique les dangers de la rue. La pédocriminalité, souvent là aussi où les parents en parlent parce qu'ils n'ont pas le choix, ils se disent c'est pas le choix. Mon enfant, il va croiser des inconnus, il faut que je lui parle quand même de ce sujet-là, même s'il faut en parler avant. En général, c'est là où on en parle. On donne des numéros, la police, les pompiers. On dit qu'il faut traverser la route quand il y a le bonhomme vert, etc. Et ben sur Internet, c'est la même chose. Il faut accompagner son enfant à connaître déjà les dangers qu'il y a sur Internet. La pornographie, aujourd'hui, c'est la moitié d'une classe de CM2 qui a vu du porno. Accidentellement, en général, hein, le premier contact. Mais donc, il tombe dessus très facilement. Donc, il faut en parler. Il faut dire que ça existe et que si un jour il tombe dessus, qu'il puisse aller en parler à un adulte de confiance. Pas forcément ses parents, parce que c'est très tabou, mais des numéros qui existent. Faire connaître justement des numéros comme la police, les pompiers, faire connaître des numéros comme le 119, le numéro 3018 ou autre, pour directement se faire aider par des professionnels qui connaissent le numérique ou les violences pour se faire aider directement. Donc cet accompagnement-là, je ne pense pas qu'il y ait besoin d'être un expert pour rappeler aux enfants ce qui existe pour que s'ils tombent dessus, ils puissent savoir où est-ce que je peux aller. Accompagner. Totalement. Alors, ce n'est pas une question, mais plutôt une réflexion de Muriel du comité Auvergne de ski qui nous dit, alors qu'elle n'a pas de question, je disais à l'instant, plutôt une réflexion pour le vivre en tant que parent. Il est toujours difficile de mettre un mot sur une situation. Les process d'alerte effraient toujours. Et lorsqu'on commence à parler, la tendance dans les clubs est toujours de minimiser les événements. Et si l'on décide de poursuivre dans la démarche, je me suis entendu dire par un membre dirigeant du club que je devais faire très attention avant d'alerter, car cela pourrait être pire et se retourner contre mon enfant. Alors là, on n'est pas très loin du chantage qu'on abordait il n'y a pas très longtemps. On est quasiment même là-dedans. Possiblement, en tout cas, on est dans ce qu'il va falloir amener, c'est-à-dire vraiment un changement de paradigme et un changement dans ces réflexions-là. Non, un enfant qui libère sa parole, ça ne devrait pas se retourner contre lui, et ça doit aussi passer par effectivement cette sensibilisation auprès des dirigeants, et que les dirigeants aient en tête qu'en fait, non, ils doivent signaler, et que ça, c'est même pas une question qu'on doit se poser. Le signalement est obligatoire. Vraiment, il n'est pas rare que moi on m'appelle et que j'ai des dirigeants de club, mais aussi en dehors du monde du sport, dans le monde de l'éducation nationale ou quoi que ce soit, de personnes qui me disent on a cette situation dans notre club, qu'est-ce qu'on peut faire? Moi, je leur dis, c'est pas qu'est-ce que vous pouvez faire, c'est qu'est-ce que vous devez faire, qu'est-ce que légalement vous êtes en obligation de faire. Et la loi Sarah Abitbol qui est arrivée il y a peu de temps est notamment venue renforcer très largement ça. Mais donc c'est qu'est-ce que vous êtes dans l'obligation de faire, dans l'obligation de signaler les faits. Et après, c'est justement pouvoir accompagner au mieux, pouvoir expliquer au mieux les choses sur aussi la manière dont ça va se passer, pouvoir dire que l'objectif c'est de pouvoir protéger cet enfant dont ce parent parle, mais aussi les possibles autres enfants, c'est ce qu'on a vu notamment avec Angélique Cauchy, mais de pouvoir dire que non, en principe, ça va pas à se retourner contre l'enfant, qu'il va falloir sortir de ça un petit peu, qui va faire qu'en fait, on n'ose pas forcément protéger les enfants de peur que ça leur retombe dessus, et ça, c'est un discours qui va vraiment falloir changer. Je reprends l'exemple dans l'éducation nationale, moi j'avais entendu une professeure des écoles qui disait non, mais j'ai pas envie de signaler les faits parce qu'on n'est pas sûr que on était sur des violences intrafamiliales, je suis pas sûr que ça soit vraiment passé, et je sais pas comment est-ce que l'aide sociale à l'enfance va agir. Et j'ai envie de dire, mais ça, c'est pas notre ressort à nous. Ça, il y a d'autres professionnels qui vont juger les faits, qui vont évaluer les faits. Et c'est vraiment ça aussi ce qu'on a vu, que ce soit avec Signal Sport, que ce soit avec la fédération, que ce soit nous avec Colosse au pied d'argile, on n'agit pas sans réfléchir. On va agir, ça c'est une certitude, mais on va aussi agir en conséquence des actes qui ont eu lieu. Est-ce qu'il y a des obligations légales qui pèsent sur les gens qui sont témoins de quelque chose ? Oui, il y a le défaut d'information. Quand même, oui. On peut se le dire aussi. Quand une personne est en danger, normalement, on se doit de prévenir. C'est dans la loi aussi. Après, on peut devenir complice de ces faits si on a été témoin d'une situation et qu'on n'agit pas. Et après, il y a aussi la remontée d'informations préoccupantes. On parle d'enfants. Là, je parle surtout d'enfants. En fait, à partir du moment où un enfant est en danger, on doit, et pas on peut, on doit faire cette remontée d'informations. Alors, même en tant que citoyen, on peut le faire. Même si c'est son voisin de palier ou autre, un enfant, normalement, on doit remonter ces informations-là. Alors, c'est très peu connu quand même, mais il faut le faire.
Mais oui, c'est ce qu'on appelle, c'est dans la loi ce qui est appelé le défaut d'information, c'est-à-dire que ne pas informer les autorités compétentes qu'un enfant est en danger ou en risque de l'être, c'est ce qu'on appelle le défaut d'information et c'est un délit. Donc les personnes qui ne signaleraient pas ces faits risquent jusqu'à 5 ans de prison et 75 000 euros d'amende. Donc ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut répéter. Voilà, il y a le côté de la loi, effectivement, qui est important, mais c'est surtout dans l'objectif de protéger les enfants. Et c'est un peu plus noble de se dire qu'on a protégé un enfant plutôt que de se dire qu'on a juste pas respecté la loi, qu'on a juste respecté la loi, au contraire. Oui, Voilà, l'objectif, c'est de protéger ces enfants-là, et c'est pour ça que ces lois sont là, parce qu'elles viennent elles viennent écrire le fait qu'on doit protéger les enfants, que c'est une obligation légale, que tout citoyen, que toute personne qui a 18 ans a une obligation de protéger les enfants. Et après, voilà, j'ai envie de dire, moi, c'est ce que je dis parfois, c'est que quelque chose ne s'arrête pas forcément à 18 ans et 0-0. Donc, que derrière, si on l'apprend, que ce soit sur des adhérents adultes ou quoi que ce soit, c'est pouvoir leur proposer aussi de les protéger, pouvoir leur proposer un accompagnement d'une manière différente, mais effectivement, pouvoir le faire aussi. C'est l'article 434.3 du Code pénal, c'est ça Je précisément. sais, Non, mais je vous en prie. Toute personne doit porter à la connaissance de l'autorité administrative ou judiciaire les cas d'enfants maltraités faisant l'objet d'atteintes sexuelles ou de privations dont ils auraient connaissance. Donc ça, vous pouvez en tout cas le noter. Et puis, ça a été dit, signaler les actes de bizutage, désormais, c'est une obligation. C'est quelque chose qui est important à répéter aux éducateurs, aux animateurs, aux personnes qui sont en contact des enfants. Et je comprends que le contexte social parfois peut être compliqué pour ses parents ou autres, où ça fait peut-être 15 ans, ils sont tous dans le même club, et d'un coup il se passe quelque chose sur peut-être un coach qu'on aimait bien, qu'on adore, on se dit ouais mais lui il est génial, je comprends pas, c'est pas possible qu'il ait pu faire ça. Les violences, que ce soit physiques, sexuelles, psychologiques, n'ont rien à voir avec une personne qui a l'air très cool. Ça n'a rien à voir avec des compétences aussi sportives, humaines, sociales. Ça n'existe. Enfin, c'est très rare en fait que les enfants dénoncent des choses sans qu'il y ait de feu. Écouter, ça a été dit tout à l'heure, écouter au même titre qu'un adulte et faire confiance à la parole d'un enfant. Quel accompagnement psychologique, juridique, on peut faire auprès des victimes et des victimes finalement collatérales également? Comment là on peut accompagner en termes d'accompagnement? Alors du coup j'en ai déjà parlé un petit peu rapidement, mais effectivement il faut pouvoir accompagner sur le plan juridique et aussi sur le plan psychologique. Donc nous, je vais parler de ce que nous on peut proposer au sein de l'association Colossopie d'Argile. Donc un accompagnement juridique, ça passe à partir du moment où on a des suspicions. Voilà, j'ai des suspicions sur le fait qu'un enfant puisse être en danger. Je suis parent, j'ai des suspicions. On va prévenir le pôle d'accompagnement des victimes et les juristes vont pouvoir vous recontacter par rapport à tout ce qui va être juridique. Et qui est-ce qu'on peut prévenir? Est-ce qu'on fait une information préoccupante, Alexis le disait? Est-ce qu'on fait un signalement au procureur de la République si on a des faits en langage juridique qu'on va appeler des faits avérés? Est-ce qu'on porte plainte? Une fois qu'il y a ça, expliquer aussi, on l'a dit, oui, ça peut faire un petit peu peur ces processus, mais c'est passer par l'explication, en fait, rendre ça plus lisible pour chaque personne et puis expliquer comment est-ce que ça va se passer. Voilà, là je fais une information préoccupante, ça va être des entités sociales, ou alors là je préviens Signal Sport. L'objectif ça va être de protéger les enfants et les possibles adhérents. Donc passer par ça déjà, donc c'est dès la suspicion que nous on puisse agir. Et après, une fois qu'il y a une plainte, possiblement aussi accompagner jusqu'au procès. Je prends l'exemple du fondateur de l'association, Sébastien Boye. Entre le moment où il a porté plainte et le moment où il y a eu le procès, il s'est passé 4 ans. 4 ans, c'est long. Le temps de la justice, il peut être long. Et l'objectif de l'association, c'est aussi de pouvoir accompagner sur ce temps juridique, de pouvoir proposer des avocats via notre réseau, de pouvoir accompagner au mieux les victimes sur le plan juridique. Et comme on sait que la résilience ne passe pas que par l'aspect juridique, de pouvoir aussi les accompagner sur le plan de la résilience, donc avec des psychologues qui peuvent accompagner les familles, les victimes et les victimes collatérales. Donc ce qu'on appelle les victimes collatérales, ça peut être les familles, ça peut être des proches, ça peut être des frères, ça peut être des sœurs. Ne pas aussi oublier et ne pas négliger l'impact que les violences sexuelles et que les violences de manière générale peuvent avoir sur l'entourage des victimes. Et donc du coup ça passe par des rendez-vous psychologiques, par un accompagnement qui peut se faire à distance ou qui peut se faire en présentiel si jamais les gens sont dans les Landes, ou alors une nouvelle fois renvoyer vers nous des structures avec lesquelles on a l'habitude de travailler. Voilà, on a proposé aussi des semaines de résilience par le sport, des groupes de parole. L'objectif c'est vraiment de pouvoir accompagner les victimes au mieux dans tout le processus de reconstruction, à partir de la libération de la parole, de la première libération de la parole, ou à partir de cette première suspicion si jamais l'enfant n'a pas parlé, n'a pas verbalisé les choses, jusque possiblement au procès, ou alors même après le procès. C'est vraiment ça l'objectif de l'association, c'est de pouvoir accompagner ou alors apporter une réponse qui soit la plus viable possible.
Idem pour vous, j'imagine. Ouais, je vais pas répéter ce qu'a dit Gabriel, c'était très bien. Au 38, on peut aussi les accompagner. Mais ce que j'aimerais ajouter, c'est d'offrir un cadre sécurisant aux enfants. Parce que si vous demandez à un enfant qui subit quelque chose, ce qu'il veut, la seule réponse qu'il va avoir, c'est que ça s'arrête. C'est pas lui qui va émettre les questions de juriste ou autre. En général, c'est les adultes qui vont le proposer pour le bien de l'enfant. Mais ils veulent juste que ça se stoppe. Donc, c'est d'offrir un endroit sécurisant pour les enfants, montrer qu'on est là pour les écouter. S'ils ont besoin, évidemment, accompagner vers des professionnels de santé. Se rappeler qu'on n'est pas psy. Et tout ce qu'on peut dire à un enfant peut avoir des conséquences. Mais ce qui est important, c'est d'apporter une oreille, une écoute, un soutien aux enfants qui subissent ça ou autre. Montrer qu'on est disponible en tant qu'adulte. Aussi, que si ils souhaitent venir nous parler, c'est ok qu'on soit le coach, un volontaire service civique dans la structure, un jeune en stage, un coéquipier, un adulte, un parent évidemment, le parent d'un copain, etc. Donc qu'on puisse montrer en tant qu'adulte qu'on est disponible pour ses enfants, pour les écouter. Et donc, comme je vous ai dit que c'est une question de domination en général, c'est une question de violence, et ben, c'est de montrer qu'on est là et que c'est pas normal ce qu'ils vivent. C'est juste pas la vraie vie. Enfin, en tout cas, pas une vie normale. En tout cas, ils ne devraient jamais subir ce genre de choses. Exactement. Est-ce qu'il y a un guide des bonnes pratiques sur la notion déjà d'harcèlement, de cyberharcèlement, puis après on en parlera ensemble, mais est-ce qu'il y a des conseils à donner ce soir à ceux qui nous regardent? Je peux en donner quelques-uns. Déjà, il faut qu'on travaille plus sur les compétences psychosociales, comme a dit Gabriel, dans toute la France, mais dans tous les corps. Je pense que c'est quelque chose d'assez nouveau en France. Ouais. Alors, c'est des choses sur lesquelles on travaille déjà, mais en fait, on n'y réfléchissait pas avant. Qu'est-ce qui amène vers un développement des compétences psychosociales? L'empathie, l'écoute, etc. Que ce soit pour les enfants, les parents et les professionnels. Mais déjà, on peut diminuer les risques, ça c'est clair. Mais si malheureusement quelqu'un va nous vouloir du mal, ça peut arriver aussi, même si on s'est extrêmement protégé. Donc déjà de dire aux enfants que c'est pas de leur faute ce qui leur arrive ou ce qui va leur arriver. Leur dire que si ça arrive, il faut qu'ils en parlent à un adulte en qui ils ont confiance. Peut-être, je sais pas, noter sur un bout de papier les adultes en qui j'ai confiance. Si un jour je parle à l'adulte numéro 1 que j'ai noté et qui m'écoute pas, et je vais parler au deuxième. Ça peut être une idée. Avoir des numéros d'aide. Parce que si j'ai peur d'aller en parler à un adulte, parfois c'était sur des questions très intimes. Tout à l'heure, on parlait de questions de viol, d'attouchement. On a l'impression qu'on est fautif. Donc l'avantage de numéros anonymes, où on ne sait pas qui c'est derrière, parfois ils peuvent s'exprimer un peu plus. Nous, au 38, on a aussi le chat. Et c'est plus dans l'air du temps, et les enfants s'expriment plus par le chat que par le téléphone. Donc ça peut être très, très aidant. Se mettre en privé sur les réseaux sociaux pour se protéger aussi et faire en sorte que les inconnus ne viennent pas nous parler, même si en général c'est plus des personnes qui nous connaissent qui effectuent ces violences-là. Pour apporter des endroits d'accueil et de soutien aussi de la parole au sein des structures directement, au sein des clubs, au sein des écoles. Je mets tout le monde dans le même panier parce qu'en fait, c'est la même chose, c'est souvent de la communication. Ouais. En fait. Vous l'avez dit, rendre son profil privé, ne pas parler en one-to-one sur des réseaux type WhatsApp ou des choses comme ça. J'imagine que... Enfin, il y a plein de choses à éviter. Bloquer les comptes malveillants, j'imagine que tout ça... Bloquer et signaler aussi. Bloquer et signaler, oui. Prendre des captures d'écran. Prendre des captures d'écran, dire aux enfants de prendre des captures d'écran pour avoir ces preuves-là si jamais on subit quelque chose. Effectivement, vous, en tant que, imaginons, coach ou dirigeant, effectivement, il faut éviter les messages privés avec les enfants directement, plus privilégier des conversations de groupe, évidemment. Et ça, il faut le rappeler aussi aux encadrants directement. Mais le plus important, c'est d'ouvrir ces endroits de communication, de libre-échange pour les enfants, parce que c'est souvent un contexte social et donc un contexte de communication qui permettent d'arriver jusqu'à ces violences-là. Vous, sur les bonnes pratiques, là rapidement, encore, très pas très rapidement, mais se méfier des personnes qui sont proches des enfants, peut-être... Enfin,
Oui, alors sans être, Sans être tomber effectivement, non sans plus, tomber, oui, sans tomber dans une mais sur effectivement surveillance, mais faire attention à la manière dont peuvent se comporter les adultes avec les enfants, faire surtout attention et puis surtout dire aux enfants que si jamais il y a quelque chose qui les met mal à l'aise, si jamais il y a quelque chose par rapport aux parties intimes, il faut qu'il aille en parler à un adulte de confiance. Et ça aussi, moi ce que je dis, des fois on me demande, j'ai des parents, nous on intervient à partir de 6 ans avec les enfants, mais parfois j'ai des parents d'enfants qui sont plus jeunes qui me disent mais comment est-ce que je peux parler à mon enfant des violences sexuelles, comment est-ce que je peux parler à mon enfant de respect du corps, et ce que je leur dis c'est déjà expliquez à votre enfant qu'il a des parties intimes. Expliquez à votre enfant donc les parties intimes, la bouche, la poitrine, le sexe, les fesses et l'intérieur des cuisses notamment, qui est important en milieu sportif, mais leur dire que votre enfant il a des parties intimes, qu'on se doit de respecter ses parties intimes, et que si jamais il y a un adulte qui veut mettre en place un secret avec ses parties intimes, ou si jamais il y a un adulte qui lui touche les parties intimes, qu'il faut qu'il aille en parler à des adultes de confiance. Et donc c'est ça effectivement, lui dire que s'il est mal à l'aise, que s'il y a quelque chose qui le tracasse, aller en parler à un adulte de confiance, de lui dire que l'adulte de confiance sera là pour l'écouter et qui sera là pour tout accueillir. Et après, c'est à nous aussi, en tant qu'adultes, de réussir à nous mettre à hauteur d'enfant. Ça, c'est quelque chose qui est important. Que si jamais l'enfant vient nous dire quelque chose qui n'est pas de l'ordre de la violence, pouvoir lui expliquer, essayer que lui pose des émotions dessus et pouvoir expliquer. Et si jamais c'est de l'ordre de la violence, pouvoir lui dire, là, je vais te protéger, je te crois, et je vais te protéger, ou je vais faire en sorte de pouvoir te protéger. Malheureusement, il y a des fois où on fait tout et malheureusement, l'enfant n'est pas protégé, mais que l'enfant déjà puisse avoir entendu que je vais faire en sorte de pouvoir te protéger. Après, sur les bonnes pratiques, nous, on a fait ce qu'on appelle la charte des colosses, ou les consignes des colosses, donc qui a notamment été présenté rapidement par Laurence Plutot, que vous pouvez retrouver sur le site colos.fr, où on vient un petit peu donner des situations, donner des exemples de situations qui pourraient amener à des violences sexuelles, ou en tout cas qui pourraient faire qu'un enfant n'est pas à l'aise quand il est au contact avec un adulte ou quand il est avec un autre enfant. Et vraiment, nous, notre objectif, c'est de créer un cadre qui soit un cadre sécurisant et sécurisé, que ce soit pour les adultes ou que ce soit pour les enfants, dans le cadre d'une pratique sportive. Et notamment quand on est en sensibilisation ou quand on est en formation, on réfléchit énormément à justement comment créer ce cadre sécurisant et sécurisé. Donc, à la limite, si vous voulez plus d'informations, justement, ce sera essayer de prévoir auprès de vos équipes ou auprès de vos structures des sensibilisations. Mais c'est vraiment ça. L'objectif, c'est de pouvoir faire en sorte que tout le monde se sente à l'aise. Et donc, ça va passer sur peut-être la manière de dire bonjour, dire qu'on n'impose pas la bise à un enfant, dire qu'on va faire un check, instaurer un check. Ça, c'est quelque chose qui peut être facilement faisable et qui va faire que l'enfant va comprendre qu'il y a un certain respect de son intimité. C'est le fait de prévoir une manière de rentrer dans les vestiaires, voire de ne pas rentrer dans les vestiaires, ou alors que si jamais on est amené à rentrer dans les vestiaires, toquer, prévenir de qui on est et ne pas le faire dans des moments où il y a de la nudité pour les jeunes. Voilà, c'est un ensemble de choses. C'est aussi la question des transports. Nous, ce qu'on préconise, c'est de mettre un enfant à l'arrière dans la voiture si on est seul avec lui. Il y a un ensemble de choses qu'on peut mettre en place qui est différent en fonction des structures, qui est différent en fonction des sports, qui est différent en fonction des infrastructures aussi. Voilà, on va forcément pas intervenir de la même manière quand on intervient avec les équipes de France de ski, ou alors si on intervient dans la natation. Typiquement, la question de la nudité est un petit peu différente, mais il y a des questions qui sont propres à chaque infrastructure et qui peuvent être posées. Et ce qu'il faut aussi dire, c'est que si jamais en tant qu'encadrant on a un doute, ou si jamais en tant qu'encadrant, en tant qu'adulte, on a quelque chose qui nous met mal à l'aise, aussi en tant qu'adulte, ça peut arriver, et ne pas hésiter à poser la question et ne pas hésiter à réfléchir comment recréer ce cadre sécurisant et sécurisé. Donc voilà, en parlant de plus en plus du sujet, on va aussi permettre justement que les choses soient mieux prises en compte. Est-ce que vous avez des exemples d'actions qui ont été mises en place dans des clubs ou dans d'autres fédérations que vous aimeriez partager ce soir avec les clubs qui nous regardent, avec des coachs finalement qui aident ou qui aideraient tout simplement à libérer la parole au sein d'un club, des clubs? Moi, je vais en avoir beaucoup. Ça, le problème, c'est que nous, c'est notre quotidien d'intervenir auprès des clubs sportifs, notamment avec nous ce qu'on appelle le pack club, c'est-à-dire pouvoir intervenir toute l'après-midi ou pouvoir intervenir auprès de toutes les structures de jeunes. Donc ça peut être 10 minutes, ça peut être 30 minutes, au bord du terrain, dans une salle, peu importe, mais de pouvoir parler du sujet auprès de tous les jeunes. Et le soir, de pouvoir parler auprès des adultes. Donc ça peut être les encadrants, ça peut être les parents. On l'a dit, l'important, c'est que tout le monde soit au courant de quoi est-ce qu'on parle quand on parle de violence sexuelle, et que tout le monde ait une culture de la protection des enfants. Des exemples, je pourrais vous en donner énormément, mais oui, des situations dans lesquelles on intervient dans les clubs et où 2-3 jours après, on est rappelé, soit sur le coup, on a une libération de la parole d'un sportif ou d'une sportive, ou soit 2-3 jours après, on a des sportifs on a des encadrants qui nous appellent en disant qu'il y a eu une libération de la parole. Nous, il y avait aussi eu une situation où, suite à une intervention avec l'association, le club s'est rendu compte qu'il y avait un des sportifs qui était harcelé, et où en fait le jeune a osé en parler après l'intervention parce qu'il s'est rendu compte que ce qu'il subissait, c'était pas normal. Voilà, je pourrais pas choisir
un club dans lequel ça a mieux fonctionné que d'autres, mais ce dont on se rend compte, c'est que quand on parle du sujet, oui, il y a de la libération de la parole, et que surtout, et c'est ça qui est important, alors si pour vous donner typiquement un exemple, dans un club, c'était du hockey de mémoire, où en fait j'expose la question des vestiaires et le fait qu'un adulte ne doit pas être dans les vestiaires et la manière dont on peut organiser ce temps des vestiaires. Et il y avait un encadrant qui m'a dit mais oui, effectivement, ça fait un bout de temps que je me questionne et que ce moment des vestiaires me met en difficulté. Et donc en fait c'est aussi les encadrants qui peuvent être en difficulté par rapport à ça, qui n'osaient pas en parler parce qu'ils disaient mais ça fait X années que je suis encadrant et que du coup moi je me suis dit que si j'en parlerais, on me pointera du doigt, on me dira non, c'est pas normal. Et là en fait il dit voilà, j'avais cette problématique, je ne savais pas comment gérer ce temps des vestiaires, je ne savais pas comment faire, je savais pas si je pouvais rentrer ou si je pouvais pas rentrer dans les vestiaires, je savais pas, il y a des moments où je devais rentrer dans les vestiaires parce que je me rendais compte qu'il y avait de la violence possiblement entre jeunes, et où du coup moi, voilà, nous on venait apporter des réponses par rapport à cette situation-là sur comment gérer ce temps-là. Justement, dans la même veine, parce qu'au-delà des actions que vos associations font l'un et l'autre, et vous l'avez dit à l'instant, c'était, et la question de ce président de Ski Club est tout à fait claire, avez-vous des exemples d'actions de prévention que je pourrais mettre en place dans mon club ? Par extrapolation, au-delà de vous faire venir dans les clubs pour libérer la parole, qu'est-ce que derrière ils peuvent tout de suite, et peut-être dès demain, mettre en œuvre ? Mettre en place des affichages directement, facilement accessibles, là où les enfants y sont, peut-être dans les vestiaires aussi. Des affichages sur les numéros d'aide, sur les bonnes pratiques, qu'est-ce qu'un adulte ne doit pas faire directement. Ces petits affichages-là sont tout simples à mettre en place. 3 coups sur un PowerPoint, une impression peut se faire à n'importe quelle échelle. Évidemment, les fédés souvent proposent déjà des choses à mettre en place directement, donc souvent il faut être un peu curieux et voir ce qui se passe. Pareil sur le site du Colosse ou sur le site de l'association e-enfance, il y a plein de ressources qu'on peut récupérer, imprimer, avec des vidéos aussi qu'on peut faire. Moi souvent quand on va dans des clubs, oui, souvent ils font des petits regroupements, que ce soit n'importe quel club, avec les parents, les enfants, ou juste les enfants, ou juste les parents. Et au lieu, pendant 20 minutes, de parler du sport, et pendant 15 minutes, de parler des violences et de dire que ces structures-là existent et que s'ils subissent quelque chose, c'est pas normal. Donc, de le faire tout simplement rien qu'en parlant du sujet et en évoquant des solutions comme celles qu'on a évoquées, ça peut être aidant. Et évidemment, comme tu l'as dit, Sébastien, c'est de contacter Colosse ou e-enfance ou même une autre structure locale pour intervenir, pour pouvoir parler de ces sujets-là, parce qu'il y a quand même pas mieux qu'un professionnel qui a l'habitude de sensibiliser pour parler de ces sujets qui sont parfois un peu complexes, ou parfois on n'est pas préparé aussi à recevoir certains. Et puis ce qu'on disait tout à l'heure, avec peut-être un regard qui est moins impliqué dans la structure, qui a un regard externe et qui est capable d'avoir une vision, et peut-être, vous l'avez dit, de signaux parfois faibles, et que ces signaux finalement se révèlent et qu'on soit en capacité à ce moment-là d'aller peut-être vers cette personne et que la parole se libère. Je pense que nous, par expérience, on arrive à repérer certaines choses rien que de visu. Mais c'est sûr qu'un coach, un dirigeant du club autre peut dire une phrase, et que moi je viens et je dis exactement la même chose mot pour mot, et ça n'aura pas le même effet parce qu'effectivement je viens de l'extérieur. Mais oui, la vision externe est essentielle, surtout sur des sujets comme ceci. Mais bien sûr, et c'est l'importance aussi de cette tierce personne on vient aussi avec une expérience, on vient en représentant une association, on n'est pas ce parent, on le disait, les parents des fois ils disent mais je leur ai dit 20 fois et ça rentre pas, mais vous êtes leurs parents et ça peut être plus compliqué. Donc que nous on vienne aussi avec cette casquette-là, on est une association de protection de l'enfance, on connaît les enfants, on sait comment est-ce que ça fonctionne, on a accompagné des enfants et voilà, on sait que malheureusement ça peut se passer. Mais oui, je rejoins Alexis déjà dans les choses très rapidement que vous pouvez faire, afficher le 119, le 3018 et possiblement les contacts de Colosse au pied d'argile dans les vestiaires, dans les toilettes, dans des endroits où les enfants peuvent être. Voilà, déjà ça ce sera un premier pas. Pas parfait, pas forcément, vous n'êtes pas forcément allé jusqu'au bout, mais ce sera déjà un premier bon pas qu'un enfant qui est victime de violence voit au moment d'aller au sport, dans les vestiaires. Ce mot qui est écrit déjà, ça peut être pour lui une première étincelle, on va dire. Donc voilà, c'est ça l'objectif, c'est de pouvoir parler du sujet, de pouvoir l'évoquer en tant qu'encadrant au contact des enfants aussi, c'est de pouvoir peut-être apporter des brides de ce qu'est le consentement au fur et à mesure,
ne pas toucher le corps d'un sportif ou d'une sportive, mais lui demander son autorisation avant de le faire. C'est des choses qu'on peut faire très rapidement, très facilement, qui vont pas changer le quotidien, nous, en tant qu'encadrants, mais qui vont, par contre, possiblement changer le quotidien d'un sportif ou d'une sportive, notamment si il a été victime de violence avant, et puis qui vient faire une nouvelle fois, créer ce cadre sécurisant et sécurisé. Et puis, comme ça a été dit tout à l'heure par Laurence, vous avez la boîte à outils à la Fédération française de ski où un bon nombre de documents s'y retrouvent. Donc, n'hésitez pas à aller, là encore, consulter tous les documents qui sont à votre disposition. J'aimerais revenir, ce sera ma dernière question, puis on demandera à Laurence et Pierre de nous rejoindre pour la conclusion. Mais peut-être deux réflexions, au-delà des réflexions, peut-être deux remarques. Ça a été dit tout à l'heure. Être disponible en tant qu'adulte et donc en tant que parent. Ça a été dit à plusieurs reprises, vous l'avez dit, et écouter finalement son enfant. C'est peut-être quelque chose qu'on a, pas passer pour le vieux, mais qu'on a peut-être oublié et qu'on oublie plus aujourd'hui dans ce rythme de vie où tout va très vite, trop vite, et on en oublie peut-être les fondements finalement de l'écoute de l'enfant qui a forcément quelque chose à nous dire. En tout cas, oui, de dire à l'enfant qu'on peut être cet adulte de confiance et qui peut nous parler. Et donc, du coup, ça passe par, si on est sur des choses du numérique, de dire que ce qui se passe sur le numérique, ça peut valoir le coup d'en parler dans la vraie vie, auprès des parents ou pas. Et que si on est sur des sujets de violence sexuelle ou quoi que ce soit, c'est aussi ce que disait Angélique, c'est avoir le bon discours par rapport à ces violences, dire que ça peut arriver, que ça peut être un proche, dire que nous, en tant qu'adultes, on est là pour pouvoir écouter cet enfant. Et voilà, on le disait, alors, Alexis le disait avant, oui, on peut souvent... notamment les anciennes générations, comment est-ce qu'on leur apprenait à se défendre contre les violences sexuelles? On leur disait tu montes pas dans la voiture d'un inconnu. Et c'est un petit peu ce stéréotype du pédocriminel qui serait dans une camionnette blanche et qui proposerait des bonbons aux enfants. Je dis pas que ça n'existe pas, mais ce dont on se rend compte, c'est que dans la majorité des cas, c'est un proche, et qu'en fait, quelle est la meilleure manière de protéger nos enfants contre les violences qu'ils peuvent subir? C'est de dire que, mais en tant qu'adulte de manière générale, que ce soit nos enfants ou que ce soit les enfants de quelqu'un d'autre, les enfants qu'on encadre, c'est de dire que on est prêt à accueillir tout ce que l'enfant a à nous dire, qu'on est là pour l'écouter et qu'on fera au mieux pour pouvoir le protéger. Et de faire en sorte de pouvoir parler de ce sujet-là. Alors si on ne se sent pas capable, pour X raisons, de le faire auprès de nos enfants, c'est d'orienter nos enfants vers des ressources où ils peuvent lire ce type de sujet. Parce que, contrairement à ce que l'on pourrait penser, c'est pas parce qu'on va parler de sexualité à un enfant qui va plus rapidement rentrer dans la sexualité. Au contraire, ça a même été prouvé que c'est totalement l'opposé. Donc il faut parler de ces sujets-là pour qu'aussi les enfants puissent se rendre compte de ce qu'ils vivent. Tout à l'heure, Gabriel l'a dit, c'est 1 enfant sur 10 victime d'inceste dans une école. Quand vous allez devant une classe, c'est 3 enfants dans la classe. Pareil pour le harcèlement. Donc si on leur en parle pas et on leur dit que ce n'est pas normal, c'est pas comme des adultes. Ils n'ont pas encore toutes ces compétences-là qui ont été développées. Et surtout, comme on a quand même une culture pour les enfants de dire que c'est l'adulte qui a raison, quand un adulte vous dit « écoute, c'est entre nous, c'est un secret », et pour eux, ce n'est pas un sujet. C'est l'adulte qui a raison. Donc c'est un gros changement de mentalité à avoir, et ça va durer encore quelques années. Tout ne va pas se changer du jour au lendemain. Et aussi, c'est de prendre conscience de problématiques qu'on a pu avoir. Moi-même, quand je disais à mon petit cousin pleure pas, c'est les filles qui pleurent ou autre, c'est aussi, quand j'étais plus jeune, c'est aussi des questions d'éducation, de développement, de prise de conscience de certains sujets. Et donc il faut faire de plus en plus de sensibilisation, de formation pour les enfants, les parents et les professionnels. Puisque les enfants d'aujourd'hui seront les grands sportifs de haut niveau de demain, donc à tous les étages, que ce soit dans les clubs, que ce soit à l'école, la sensibilisation est essentielle. Laurence et Pierre sont pas très loin, on va leur demander de nous rejoindre. Laurence, venez avec Pierre, on arrive bientôt au terme de ce rendez-vous. Merci pour toutes les questions, merci pour vos interventions. Peut-être une dernière question, vous considérez que vous avez réussi à quel moment pour vos associations et pour la fédération? Alors, à partir du moment où il y a un enfant... Vous avez 4 heures. À partir du moment où il y a déjà un enfant qui est sauvé, entre guillemets, qui a pu parler, donc il subira plus ces violences, c'est déjà une grosse victoire. Oui, moi je dirais qu'on a obtenu des victoires, on a encore d'autres victoires à obtenir, mais on a obtenu beaucoup de victoires, et effectivement, à partir du moment où on permet la libération de certains enfants, c'est des victoires. Laurence, tout ira bien à partir du moment où dans le sport on évitera d'avoir ces révélations. Il y en a de moins en moins finalement versus ce qu'on a pu avoir il y a quelques années, ou en tout cas maintenant on en parle plus facilement
de moins en moins, c'était pas le bon terme, mais en tout cas, on en parle plus facilement. Et finalement, ce qui a été caché pendant des années voit le jour. Et donc, on peut se dire que ça ne sera pas le cas dans les prochaines années. En tout cas, si c'est on ce qu'on fait tout. espère. Et en faisant des soirées comme celle-ci et en invitant des associations de prévention, c'est aussi de passer ce message-là. C'est que ça ne devrait plus exister. On sait que ça existe encore malheureusement. Et donc, en sensibilisant les gens, en allant auprès des jeunes, mais aussi des moins jeunes, hein, c'est de dire que demain, ça n'existera plus. Merci Pierre, merci beaucoup. Merci à vous deux. Merci Laurence. Merci pour la qualité de vos interventions. N'hésitez pas, donc je vous l'ai dit, la boîte à outils à la Fédération pour se procurer l'ensemble des documents. Vous avez à l'instant 2 contacts utiles à la Fédération française de ski avec les mails et le numéro de téléphone. Laurence qui est avec nous également, Prud'hon Rossifon, on en a parlé tout à l'heure avec le numéro de téléphone et les mails. N'hésitez pas donc à parler. L'écoute, mais on en parle également. Des personnes sont là pour vous écouter, vous accompagner. On l'a dit, Signal Sport, les Colosses, e-Enfance, le 119, Rebond, la Fédération française de ski. On est là et ils sont là pour vous écouter et puis pour en parler. Puis en cas d'urgence, n'hésitez pas, ça a été dit, je reprends vos conseils, gendarmerie ou police également. Et c'est votre devoir de signaler, on l'a dit ce soir, toute violence faite à des enfants. Laurence ? Sébastien, si je peux juste remercier toute l'équipe, alors déjà nos 2 intervenants et puis Sébastien aussi, toute l'équipe de Pickspocket, mais aussi tous les collègues qui m'ont aidé à la fédération, Pauline notamment, Lou, qui sont toutes les 2 au chat en ce moment, et puis Samuel, Prune, Christelle, l'ADTN en entier qui me fait confiance sur ces sujets-là. Merci beaucoup. Merci pour ces quelques mots. Et je vous l'ai dit, signalez et parlez, écoutez. On le dira. Oui. Et faites-vous confiance. Si à un moment donné, il y a un truc qui agit dans votre tête, vous dites « Ah, mais c'est quand même bizarre », faites-vous confiance. Parlez-en à quelqu'un, restez pas seul avec ce doute. Ne restez pas seul. Cette question. Voilà. Merci Gabriel, merci Alexis. Merci à vous deux. Merci de nous avoir suivis et d'avoir été aussi nombreux. Prenez soin de vous et prenez soin des autres, surtout.